C'est là. Bonsoir, bienvenue sur... comment tu dis? Sur la chaîne... Ouais, non, tu dis un truc. Sur la chaîne Parole d'Honneur. Non, sur la chaîne de... Voilà. Bienvenue sur la chaîne de Parole d'Honneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler comme Mariam, en présence de Mariam. Elle est trop forte, celle-là. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, mais écoute, je pense qu'on va s'y faire. Et puis bon, dès qu'on aura fait un petit peu le tour, après, je veux dire, on passe à autre chose. En tout cas, on est très, très heureux de vous retrouver enfin à nouveau en live. Un sabotage de la CIA. Voilà, un sabotage de la CIA, du Mossad, de Dany. Il y avait plein de gens. C'était une sorte de Mariam. Il y avait une sorte de coalition. Salam Boumed, donc, qui sera là en modérateur dans le chat si jamais. Boumed voilà. qui est chez le médecin. Qui a ah oui, on souhaite un très bon, bon rétablissement. Donc comme vous voyez, j'ai des voix, voilà. Il y a des voix latérales perturbatrices. On va rentrer directement dans le, j'allais dire, dans le vif du sujet, en tout cas dans la présentation de mes invités, de mes camarades du jour. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. On commence par toi, Nordine. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam, bonsoir à toi Samir, bonsoir à mes amis autour de la table et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Voilà, heureux d'être encore une fois donc, ici sur ce plateau PDH. Et je vois que, alors, contrairement à Christophe Barbier, tu n'as pas une écharpe rouge, mais tu as un cléfier blanc. Oui, exactement. On peut dire depuis 1 an et 2 mois presque, elle ne m'a pas quitté presque. Je dors pas avec, mais dès que je me réveille, c'est la première chose que je mets autour du cou. Et ça nous rappelle bien sûr qu'en 2025, comme en 2024 et comme toutes les années précédentes, comme les 75 années précédentes, nous soutenons ici et plus que jamais la cause palestinienne. On est aussi avec Ahmed. Est-ce que tu as déjà participé à la perm, Ahmed? Franchement, ouais, c'est la 2e fois. Ouais, lourd. 2e ou 3e? Ouais, ça y est, t'es un ancien, quoi. Ouais, et j'ai terminé le stage, hein, c'est terminé. Ouais, ça y est, t'es plus stagiaire. Ouais, c'est bon. Tu dis ça pour Yacine? On va voir, là. Tu dis ça pour Yacine? Et Yacine, il est derrière les caméras, là, il sourit, il est pas bien. Il lève les mains, hold up. T'as pas fini ton stage, mais par contre, t'as failli niquer les caméras. Ouais, Skip, non. Oh là là. Et en plus, c'est un concours de circonstances. On coupera au montage. Tu as failli détériorer. Voilà, oui, on va essayer de pas dire retenu sur le salaire que tu ne prends pas. Non. Pardon, je retire. Elle est en convalescence cette caméra. Je vais faire attention. En tout cas, bienvenue, Ahmed. Et tu es là aujourd'hui particulièrement pour nous parler du Ciné Club. Exactement, Samir. Voilà. J'ai aussi le plaisir de vous présenter et de recevoir autour de cette table Yazid. Merci, Samir. Enchanté. C'est un plaisir pour moi aussi que tu me reçois à cette table. Bon, en réalité, on se reçoit un peu tous, quoi. C'est vrai que... Parce que je fais genre, c'est moi le boss du game. Voilà, il faut savoir que le game de PDH, c'est trop complexe. C'est plus complexe que les échecs. Du coup, les boss du game peuvent changer tout le temps, à tout moment. C'est Monsieur Moutarde dans la bibliothèque. Après, c'est... Bref, le colonel, ouais. Et donc, qui s'en revient des Amériques? Exactement, sauf que les Amériques, c'est Pessac, hein, ouais. Tout simplement. Et bon, on va parler juste on va en parler, ouais, mais voilà, en tout cas, merci pour... j'allais dire, comme dirait François Hollande et Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Et non, c'était un grand moment qu'on a pu partager avec la communauté de Pessac, de la mosquée de Pessac, dont on va parler dans quelques instants. Yes. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, tout le sens du nom de notre média, Parole d'Honneur, je crois qu'il s'incarne dans la vidéo dont on va parler. Et on passe vraiment un grand bonjour et un grand merci. Comme ça sera fait. Bien sûr, Abdourahmane, à tous les Pessacois qui étaient avec nous, mais je pensais à Julien. Évidemment. Qui nous a sauvé la mise. Hein. Voilà, qui a été là pour faire le montage. Ouais. Un très beau montage. Très beau montage. Voilà. Et d'ailleurs, je demanderai à l'imam s'il a perçu la subtilité, j'allais dire, sonore du montage, mais on verra plus tard. Et vas-y, Mariam. Et Julien, je rappelle, c'est celui qui a refait l'identité visuelle de PDH, le logo, tout ça, là. Il bosse sur la revue. Et c'est lui qui fait aussi le graphisme de la revue avec Rage. C'est ça, c'est ça. Et même moi, je vais demander de refaire mon identité visuelle, parce que je me trouve seul. Peut-être tu même plus là, non.
Mais justement, mais ça c'est en 2025. C'est un work in progress. Voilà, donc franchement, il a eu tellement de succès, je me suis dit, voilà, même moi, je peux m'en sortir. Donc, Julien, et je voulais aussi, comme ça c'est fait et j'oublierai pas, remercier très très chaleureusement, mais vraiment plus que chaleureusement, fraternellement, Wiza. Ah oui. Et même en le disant, tu vois, voilà, je me connais, voilà, je prends une bonne respiration parce que il y a des gens, tu sais, quand tu fais ce genre de trucs là que nous on fait, voilà, tu sais pas que tu vas les rencontrer. Tu sais pas, tu vois, avant de rencontrer... Voilà, mais je vais le faire. Alors, Wiza, en fait, c'est celle qui m'a attrapé par le callback le 8 septembre à Nation, la fameuse manif où un des camarades a crié voilà, celle-là. Et nous, on était là en train de faire notre petit reportage et tout. Et il y a une certaine Wiza qui nous a alpagué, on peut dire franchement, voilà, vraiment, voilà, et qui on est entré en contact. Et puis au bout d'un certain temps, on a parlé, et puis au bout d'un certain temps, on a décidé de mettre la lumière un peu sur l'affaire qui nous intéresse, et donc que j'introduis donc en même temps le président de la mosquée de Pessac, Abdulrahman Ridwan, et vraiment, voilà, que Wiza soit récompensé vraiment par ses actions, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'allais dire, ce niveau et cette manière de s'engager, pour moi, est assez exceptionnel. Et du coup, ça sera le mot d'introduction pour parler justement d'Abdulrahman, du travail qu'on a fait de reportage. Ça, on en parlera avec Yazid, avec Mariam, et avec tout le monde. Mais déjà de cette histoire, quoi. De cette histoire d'Abdulrahman Ridwan. D'accord. Donc, Mariam, non, tu n'as pas terminé ton tour là. Parce qu'on a tellement parlé, puisqu'on a tellement parlé depuis tout à l'heure que pour moi, je l'avais présenté. Comme je sais pas me tenir, je commande tout et n'importe quoi, donc il oublie que... Bref. Pour moi, ça y est, on avait... Voilà, bon, là, je pense que depuis tout à l'heure, je pense que voilà, tout le monde connaît Mariam, mais bien sûr, je présente Mariam. Ici, on est animateur, on est chroniqueur, on est, tu sais, ça, voilà, on switch d'une place à l'autre, d'un siège à l'autre. Et en tout cas, très heureux de retrouver Mariam. Moi aussi. Oui, moi aussi. Et du coup, on démarre. Voilà, donc, je reviens à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on est à une semaine, on est à moins de 8 jours. Le contexte de l'affaire. En fait, je voulais passer la passe D à Nordine pour que justement, voilà, pour qu'il rappelle peut-être les éléments un petit peu moi, je dirais que généraux. Pour commencer, Samir, te remercier, toi et ceux qui étaient avec toi dans ce périple, dans ce tournage. La vidéo, elle est extra, 50 minutes, vraiment, on s'en lasse pas, pleine. Le montage, il est excellent. Tu as demandé ou tu voulais avoir un aperçu. En fait, c'est un peu toujours l'appel à la prière en off, comme ça. Donc, voilà, donc on est à la mosquée et c'est normal qu'il y ait cela. Sinon, l'affaire d'Abdulrahman Ridwan, je suis même convaincu, ça ne concerne pas que Abdulrahman Ridwan, ça concerne toute la communauté musulmane, sans exagérer, je dis bien toute la communauté musulmane, aujourd'hui comme depuis des décennies. Hein, d'accord, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il faut dire les choses. Voilà, et tu as le temps. On est là pour ça et tu as le temps. Très bien. Donc, il ne faut pas se méprendre de la profondeur, je dirais, de l'affaire et de la gravité de cette affaire. Qu'on s'en prenne à un président d'une association, qui est en l'occurrence une mosquée, une association de mosquées, rien que pour le rôle que joue cette mosquée. Sur le plan culturel, elle le joue très bien. Sur le plan citoyen, ils essayent un peu de se libérer de cette double, je dirais, de cette double pression qui est soit l'islam consulaire, soit l'islam préfectoral. Voilà, pour ne pas dire... Pour dire en des termes plus, j'allais dire, prosaïques, islam consulaire, c'est quand une mosquée, je vais le dire très simplement, est affiliée à un pays. Voilà. Ça peut être Turquie, ça peut être Algérie, ça peut être Maroc, ça peut être Tunisie, ça peut être
Mali et d'autres. J'ai cité, on va dire, des pays principaux. Soit un islam préfectoral, c'est-à-dire que c'est une mosquée ou une mosquée préfectorale, on va dire, dans le sens où elle va essayer de montrer, entre guillemets, patte blanche, c'est-à-dire de cocher toutes les cases qu'on lui demande de cocher pour être le bon élève, entre guillemets, le bon élève musulman souhaité par le système. Tu me dis si je le dis mal, mais voilà. C'est bien ça. Donc, j'invite tout le monde à regarder cette vidéo et à suivre de près le procès qui va commencer le 11 janvier d'Abdulrahman Ridwan. Lundi 13 janvier. Donc, Abdulrahman Ridwan... Pas du tout, Molfox, pardon, parce qu'il y a Molfox qui dit « J'ai pas encore vu la vidéo, c'est nécessaire pour suivre l'émission ». Pas du tout. Là, justement, on est en train d'expliquer. Et après, j'espère que ça te donnera envie d'aller voir la vidéo et bien sûr d'aller mettre un commentaire et un pouce bleu. Absolument. Donc, suivre cette affaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une personne, en l'occurrence Abdulrahman Ridwan, qui est un monsieur quand même de la cinquantaine passée, qui est en France depuis 90, donc ça fait 34 ans. C'est un cadre, il est président d'une association. On a essayé de lui créer des problèmes en l'expulsant carrément de France pour des griefs qui sont tirés par les cheveux. La justice, fort heureusement, n'a pas suivi, au départ. Et donc, on n'a pas réussi sur ce plan-là. Ils se sont rabattus sur l'apologie au terrorisme qui est devenue vraiment une accusation bateau qu'on colle à chaque... un peu fourre-tout, quoi. Un peu fourre-tout, et qui est vraiment... qui pose problème et qui inquiète. D'ailleurs, au point où, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou un mois et demi, quand l'ancien procureur général de la République, Trévidic, avait, dans un article ou une déclaration sur Libération, lui-même l'a souligné. Comme quoi, il y avait une dérive, un dévoiement. Voilà. Plus précisément, le terme était dévoiement de la loi, c'est la loi immigration, je crois, ou la loi séparatisme, la loi séparatisme, pardon, voilà. Et donc dévoiement sur les articles concernant justement l'apologie qui peut être faite d'actes de terrorisme. Et comment il s'appelle, Abdulrahman le répète à de multiples reprises dans le document, à aucun moment il n'a bien sûr prononcé des propos d'apologie, à aucun moment il ne les a soutenus, à aucun moment il n'a soutenu une personne qui aurait posé ce type de propos. Mais au-delà de ça, il dit il y en a assez, quoi. Il y en a assez, c'est-à-dire que de devoir s'excuser de choses qu'on n'a pas faites, de devoir se désolidariser de personnes dont on n'a jamais dit qu'on était solidaire de leur action, de leurs propos ou de la personne, il y en a marre. Il y en a marre. Et il y en a marre de dire pardon de quelque chose qu'on n'a pas fait. Stop. Et pour moi, cette vidéo, j'ai une grande fierté, vraiment une grande fierté, mais pas du tout le truc égocentrique de dire ouais, on a fait ça, regarde. C'est la fierté de participer à ce projet. Et quand je parle de ce projet, je parle de Parole d'honneur. Je parle des moyens qu'on arrive à mettre en œuvre, et je parle qu'ils sont avant tout des moyens humains et des moyens politiques qu'on arrive à mettre en œuvre pour pouvoir produire ce type de contenu. Et produire quand je dis produire ce type de contenu, je ne parle pas seulement de l'aspect technique, qui là en plus est vraiment top par rapport aux moyens dont on dispose, mais vraiment aux moyens, j'allais dire, politiques et philosophique. C'est-à-dire que c'est vraiment au-delà de juste aller donner la parole à quelqu'un. Ouais. Nous, on est dans un combat politique contre l'islamophobie. À un moment donné, je taquine SOS Racisme dans la vidéo parce que je dis SOS Racisme, en fait, faut lutter contre le racisme, en fait. Oui. Tu vois, c'est ça le bail, tu vois, à la base. Ouais. Et, oui, parce que vraiment, personne n'est jamais venu leur rendre visite ni médiatiser leurs problèmes, alors que ça fait des années qu'ils se font taguer leur mosquée. Merci Senzobit. Merci beaucoup pour les 5 abonnements. Ça fait des années qu'ils sont tagués leur mosquée par les fachos du coin. Il y a des têtes de porc qui sont mis devant leur truc, il me semble.
Et même, il nous disait que ça devient un problème de sécurité. Les fidèles à la mosquée, ils ont peur de venir à la première et à la dernière prière. Et donc, ils n'ont aucune protection. Les prières de nuit. C'est ça, voilà. Les prières de nuit, forcément. Nous, on a le lieu en tête. Donc, on voit exactement... parce qu'en fait, ils partagent un lieu qui est une sorte de zone d'activité, c'est ça. Qui est un petit peu à l'écart de la ville, du village. Et du coup, la nuit, vous êtes dans une zone d'activité, donc forcément, les entreprises, ils sont rentrés chez eux. Et donc, tu as le mec qui vient prier le Fajr à 4h du mat, il est tout seul. Et c'est un lieu qui est assez reculé et tout. Bon, si, tu vois, ça peut être assez préoccupant, Mariam. Non, je sentais que tu voulais réagir. Non, j'allais te demander comment ça s'est passé le tournage. Comment vous avez fait pour le tourner? Parce que vous avez dû faire ça vite, non? Alors en fait, on a été. Je sais pas. Ouais, mais c'est bien. Non. D'ailleurs, Christophe, si tu veux mettre des images. Tout à l'heure, les rôles switch. C'est ça que j'aime bien moi, dans PDH. C'est n'oublie jamais que ton statut est précaire. Ce sera ça le sous-titre. PDH, n'oubliez jamais que votre statut est précaire. Stagiaire for life. Alors, nous sommes plusieurs. Elle est bien, ma question. Elle est très bien. Voilà. Pourquoi? Parce que elle pose la question, j'allais dire matérielle, dans le sens comment matériel, mais par rapport au tout, parce que aussi il y avait l'urgence de la date du procès. Voilà. C'est pas que. Moi, c'est exactement le genre de projet dans lequel je m'éclate entre guillemets. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a une urgence. Le 13 janvier. Le 13 janvier. Abdourahman, et d'ailleurs salam alaikum Abdourahman, je sais que tu vas voir l'émission ou que tu es peut-être en train de la regarder, et tous les gens de Pessac, salam alaikum, on vous kiffe, voilà. C'est vrai qu'on a été extrêmement bien reçus. Donc c'est l'urgence d'un homme, comme l'a très bien expliqué Nordin. Faut vraiment, je vous demande, voilà, je prends une seconde, je me tais une seconde, cet homme va peut-être être expulsé du territoire français après 35 ans de vie en France. Permets-toi. C'est pas la première fois qu'on expulse des gens. Non. Mais bien sûr, Mahjoubi, Iqwisen, l'imam de Saint-Chamond. Dans 6 mois. C'est une série. C'est une série. Ça fait plusieurs années qu'on suit ça, de toute façon. Et le monsieur à notre gauche, et moi je lui ai déjà dit, j'ai dit l'admiration qui n'a pas de, j'allais dire, de borne. Que je peux ressentir en voyant des hommes comme Nordin Aoussab, c'est parce que ils savent très bien. Et moi, ce qui m'a plu, par exemple, chez Abdourahman, c'est de dire, voilà, maintenant, on reculera jamais. C'est-à-dire, nos convictions, c'est nos convictions. Jamais entre guillemets, on avalera notre chapeau. Parce que t'en as qui vont dire, non, je regrette. Lui, il assume tout. Lui, il assume tout face caméra. Voilà, au risque de perdre toute sa vie. Comme ça, c'est clair. Mais moi, ce que je dis, je le dis pas à Abdourahman, je le dis à tous les autres. Je le dis à tous les antiracistes. Je le dis à tous ceux qui prétendent lutter contre l'islamophobie. Je le dis à toute cette gauche, exactement, Yacine, qui a en étendard, le kéfier, qui a en étendard, j'allais dire, le point levé des Black Panthers, etc. Ouais. Les gars, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Il y a notre frère, il s'appelle Abdourahman Ridwan. Il a passé 3 mois en geôle, c'est-à-dire en centre de rétention administratif, enfermé comme un chien, avec les conditions qui sont décrites dans le document. Et c'est maintenant que nous lui devons notre soutien. Pas seulement parce que c'est Abdourahman Ridwan et qu'on l'aime beaucoup et qu'on a fait un film sur lui et que c'est le président. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, émotionnel. Mais parce que c'est un homme, depuis 35 ans, qui a été irréprochable dans le cadre de la vie d'un citoyen en France et qui a eu le tort de faire quoi? D'organiser l'islam dans son village. Donc de structurer l'islam dans son village sous la forme d'une association musulmane et ensuite de défendre la dignité des musulmans lors des lois islamophobes et notamment à travers la manifestation de 2019 à Paris, et qui ensuite a eu le tort de soutenir la cause palestinienne. Ni plus
ni moins. Il n'y a rien à aller chercher. Comme je dis, dans une story, je dis, allez pas me chercher des nanani, des nananas. Il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. C'est ce que je viens de dire et il n'y a rien d'autre. Donc, à partir de là, soit c'est votre cause, l'antiracisme, les droits humains, blabli, blabla, et lève-toi et marche maintenant. Pas demain, pas après-demain, parce que le 13, il y a le tribunal. Après, le frère, s'il est, Senzobi, allez où la cagnotte du coup? C'est pas qu'une question d'argent. Là, c'est une question déjà de venez le lundi 13 au tribunal pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui peuvent pas, partagez sur vos réseaux, informez les gens, informez dans vos familles, vos amis, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent cette histoire et qui viennent en soutien, et qu'ensuite il y ait des politiques. Et là, je m'adresse enfin aux politiques, et après, je prendrai plus la parole sur ce sujet, parce que je vous laisserai parler, parce que j'ai pris trop la parole. Mais là, ça y est, je me suis un peu dégoupillé, et je répondrai à ta question. Oui, c'est vrai. Je m'adresse aux politiques, et notamment du groupe NFP, voilà, dont certains que j'ai interpellés par Twitter, je ne vais pas les citer. À un moment donné, les amis, il faut vous mouiller. Voilà, moi j'en ai vu certains qui ont parlé beaucoup d'islamophobie, oui, en sortant une étude qui était sortie pendant le mois de décembre, etc., comme quoi il y avait une islamophobie, etc. Là, on est dans un cas, j'allais dire, concret, manifeste, concret, éclatant d'islamophobie structurelle, d'islamophobie d'État et de racisme d'État, contre lequel on peut lutter politiquement en soutenant j'allais dire l'accusé, malheureusement, Abdulrahman. Donc s'il vous plaît, voilà, ceux qui sont derrière, vas-y. Je me permets de compléter. Faut pas attendre qu'on en parle sur BFM pour se bouger. Parce que l'objectif justement, c'est qu'on n'en parle pas sur BFM. C'est pour ça que c'est Parole d'honneur qui se retrouve à aller faire un reportage. Ça, c'est pas normal. Donc voilà, faites avant que ça se retrouve sur BFM, parce que je pense que ça se retrouvera pas sur BFM. Faites avant que ça se retrouve sur BFM, faites avant qu'il soit trop tard. Parce que moi, je vais vous dire franchement, et pareil, je regarde face caméra, les gens qui vont faire des larmes de crocodile. Là, cette phrase-là, je savais que je voulais la dire, et je sais que c'est dur à dire, mais je vais la dire. Mais qui, là, sont informés, tu vois, ont un pouvoir. Je veux dire, quand on est élu, tu vois, nous, on est des petits gens lambda, entre guillemets. Je dis pas que les élus, voilà, ils peuvent renverser des montagnes, mais ils peuvent faire beaucoup plus que nous. Nordine. Oui, écoute, tu as raison. Mais t'inquiète, je répondrai. Tu n'as toujours pas répondu à la question. Ouais, mais je parle trop, j'ai trop parlé. Ok, d'accord, tu as raison, Samir, de le souligner. Abdulrahman Ridwan, il est sympathique, chaleureux, plein d'humanité, vraiment, il est vraiment à croquer. À croquer. C'est une expression. Vas-y. Le pull de Noël. Ah oui. Ah oui. En fait, ce qui me fait craquer, c'est que je suis sûre qu'il a pas fait exprès. Ah non, mais c'est pas, enfin pour lui c'est juste un pull normal. Je suis sûre qu'il a pas fait exprès, mais j'ai trouvé ça trop mignon. J'étais en mode, voilà, voilà ce que vous accusez, ce que vous voulez expulser, ils portent des pulls de Noël, ils sont trop mignons. Absolument, exactement. On peut pas dire le contraire. Et c'est l'occasion de le souligner encore une fois. Malheureusement, je l'avais dit dans la rencontre Que faire qu'on avait organisée au mois de juillet, il faut pas laisser les musulmans tout seuls. Les musulmans sont des citoyens comme les autres. Ils ont les droits comme les autres. Puisqu'on est dans la semaine soi-disant, je dis bien soi-disant, de la commémoration de la liberté d'expression à travers le 10e anniversaire de Charlie, alors c'est le moment d'être véritablement Charlie. Si on est Charlie dans soi-disant pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, pour que chacun puisse s'exprimer sans courir le moindre risque, ni d'être décapité, ni d'être mitraillé, ni d'être expulsé, alors autant le faire pour tout le monde. C'est pas possible qu'il y ait un cadre... Un double standard. Voilà, un double standard. Et je rajouterai juste une chose, parce que moi... Merci Xantel pour l'abonnement. Tu l'as dit, Samir. Moi, Charlie Hebdo, c'est pas en 2015, en 2006. Charlie Hebdo, il était déjà dans ma tête, dans mes préoccupations, dans, je dirais, les points que je voyais qu'il fallait traiter avec responsabilité.
honnêtement, sincèrement, directement, mais ça n'a jamais été fait. On le fait juste pour cracher sur les musulmans. D'accord? Tout le monde est Charlie, uniquement parce que celui que, soi-disant, on est avec, c'est parce qu'on est contre l'autre, on est contre le musulman. Et c'est pour cette raison qu'il est temps maintenant, il est temps, c'est-à-dire 2025, c'est l'année, encore une fois, de commémoration des 120e anniversaire de la loi de séparation. D'accord? 1905, 2025, ça fait 120 ans. 120 ans, les musulmans qui demandent depuis plus d'un siècle qu'on leur applique la laïcité, qu'on leur applique la loi de séparation. Et Abdulrahman Redouane, il est de ces gens-là, de ces hommes-là, qui vraiment incarnent cette laïcité. Il n'a pas à, je dirais, à se soumettre aux directives d'une quelconque autorité, si ce n'est la loi. Il connaît bien la loi française, il gère sa mosquée, enfin, dont il est président, dont il a été élu, n'a pas été parachuté de nulle part, il la gère selon la loi de la laïcité, qu'on l'applique ou non. Je rajouterai juste un point, si tu permets, Samir. Ce livre, voilà. Ce livre, donc, qui est une publication suite à une thèse de doctorat de Mohamed Talahin. Regardez le titre. L'islam et les musulmans en France, virgule, une histoire de mosquée. C'est-à-dire que si on a un paramètre, on a un indicateur très très fort et très très parlant pour la relation entre l'islam et la France et les musulmans, c'est à travers la mosquée. Quand la mosquée est respectée, quand la mosquée, elle est respectée tout simplement, comme un lieu de culte, comme un autre. D'accord? On a plusieurs cultes en France. La mosquée est respectée comme les autres lieux de culte. Là, on dira que la France va bien. Et l'islam, plutôt en France, et les musulmans vont bien. Quand, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous vous rendez compte, mais j'aimerais qu'on prête quelques secondes d'attention, que ceux qui regardent cette émission nous prêtent quelques secondes d'attention. Vous avez là une mosquée. Elle a été taguée de plusieurs types de... Merci Karedas, à cette reprise. À cette reprise, voilà, très bien. Comme ça, ils vont mieux être précis. À cette reprise taguée avec des messages qui sont des menaces. Des messages racistes, islamophobes, et j'en passe, et même qui menacent. Et vous avez un responsable de cette association qui dit que les fidèles n'osent plus venir à des moments tard la nuit ou tôt le matin, donc parce qu'ils ont peur. Et jusqu'à présent, personne n'a bougé pour dire attention, il faudrait au moins de temps en temps une voiture de police qui va passer. On ne va pas dire stationner des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'on soit si négligent dans la responsabilité. Alors, s'il arrive quoi que ce soit, le ministre de l'Intérieur et les responsables locaux sont tenus responsables de tout drame qui puisse arriver, et on n'en est pas loin. Il suffit d'un moindre prétexte pour que ces gens-là, ces fachos-là, passent à l'action. Donc il faut faire très attention. C'est déjà arrivé dans d'autres mosquées. Absolument, on a tiré à balles réelles. Avec des têtes de cochon, il y a eu des tirs sur il y a eu des tirs sur le frère LJ. Ça, c'était il y a quelques années, c'était en 2019. Sur la mosquée de Bayonne. Ensuite, il y a eu des incendies aussi de voitures, enfin de véhicules à plusieurs reprises. Les tags, les gens agressés, parce qu'il y a non seulement, j'allais dire... Alors, et c'est sans compter, c'est pas pour faire ma propolis, mais c'est sans compter tous les attentats d'extrême droite contre les musulmans qui sont déjoués aussi. Bien sûr, ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. Mais en plus, je voulais aller sur ce terrain, entre guillemets, sur ce terrain-là, c'est que, pour certains d'entre eux, les compatriotes ou les compatriotes musulmans, on va dire, il y a des signes qui peuvent faire penser qu'on est musulman, comme une femme qui porte le hijab ou un homme. Et du coup, ces personnes-là dont certains supposent qu'elles sont de confession musulmane, ont été très souvent agressées physiquement. Il y a eu de très très nombreuses agressions physiques sur des femmes, comme on dit, les femmes voilées entre guillemets, ou des hommes portant des tenues
qui en tout cas identifiés ou identifiés comme islamiques, on va dire. Et ça aussi, c'est un espace, c'est un usage de l'espace public qui est, modifié. Et ce que tu dis, moi, ça me touche énormément. Ce que tu dis par rapport aux mosquées, du coup, je vais m'intéresser à ce bouquin. Parce qu'en plus, dans la vidéo, à un moment donné, on dit on veut remettre la mosquée au centre du village. C'est en blaguant sur l'église au centre du... Et en fin de compte, je pensais que c'était vraiment pour la blague, parce que moi, c'était vraiment pour le mot. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une certaine pertinence. C'est-à-dire que plus la mosquée sera au centre du village, et plus nous vivrons en paix. Tout à fait. C'est un peu ça la moralité. Oui, tout à fait. Et alors que pour beaucoup, elle est perçue comme un élément de menace. Mais jamais. Justement, c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait, quand vous avez Michel, regarde ton Messenger, je sais pas qui c'est. Quand vous avez un discours qui est totalement dénigrant, amalgamant, stigmatisant les mosquées, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans les mosquées ? Mais qu'est-ce qui s'y dit dans ces mosquées-là ? Je suis imam depuis 38 ans. Ça fait 38 ans depuis que j'ai mis les pieds. Toi, t'es imam. Je suis imam. Il n'est pas imam. Il est même pas imam. Abdurrahman n'est pas imam. Bah ouais. Écoutez, c'est incroyable. Moi, Nordina Oussat, je suis imam. Mais il n'est pas, quoi. D'accord. Moi, je suis imam. Ah ouais. D'accord. Imam citoyen, imam, prenez-le comme vous voulez. Bien sûr, à côté de l'église et des autres temples. D'accord. Non, mais parce qu'il y en a un qui dit exact à côté de l'église et des autres temples. Bien sûr. T'imagines un mall. Un mall spirituel. Mais ça existe dans le 77. Ça serait énorme. Vous avez l'esplanade des cultes, vous avez toutes 4 ou 5 religions. Ça s'appelle Jérusalem en fait. Qui sont à côté de Marne-la-Vallée, vous avez ça, par exemple. On comprend au montage. Donc pour revenir vraiment au centre du sujet, les mosquées d'ailleurs, on dira en 2 mots, il faut rester factuel, parce que vous pouvez développer un discours élaboré, etc. Ça ne passe pas, il est étouffé par toute cette propagande des médias mainstream. Il faut être factuel. Qu'on me montre le moindre imam depuis 25 ans au moins, allez, pour ne pas remonter plus loin. Chiche, je dirais, je mets au défi tous de me montrer un seul imam à qui on attribue des propos qu'il a tenus et qui sont menaçants pour l'ordre et pour la paix. 1. Et 2, qu'on me montre une seule mosquée, au lieu de prière, même si ce n'est pas une grande mosquée, un lieu de prière qui, depuis un quart de siècle maintenant, depuis 2000 par exemple, où on a tenu un discours menaçant. Tout ce qu'il y a dans l'affaire, c'est qu'on prend des bouts de mots, qu'on charcute le début, qu'on charcute la fin, qu'on décontextualise, et après on peut faire dire tout ce qu'on veut. Accuser, on fait ce qu'on veut dire. C'est ce qui est arrivé à Iqiyoussen. Voilà, exactement, à Iqiyoussen, à l'imam Tataï de Toulouse. Le même Tataï, 64 ans. 64 ans, ça fait presque une quarantaine d'années aussi qu'il était en France, parce que quoi ? Il a cité un récit prophétique, un hadith qui existe depuis 14 siècles et qui, dans tous les livres, on lui reproche que ce hadith-là est antisémite. Voilà. Et donc, il faudrait faire très attention. Il n'y a pas d'imam qui appelle à la haine, qui appelle à quoi que ce soit de dangereux. Il n'y a pas de mosquée non plus. C'est des gens raisonnables. C'est des gens qui sont comme tous les autres. Ils ne cherchent qu'à vivre leur vie de citoyen et pratiquer leur culte tout simplement. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Il peut y en avoir qui sont des criminels, qui sont des je sais pas quoi, qui sont des, qui sont des terroristes, qui sont... Absolument. Mais comme tout le monde. Voilà. Mariam, il faut pas Mariam, le truc de l'image angélique. Voilà, on n'est pas des tu as raison, tu as raison de le souligner, parce que j'étais présent au procès d'Abdurrahman Ridwan du mois d'octobre 2024, le 7 ou le 10 octobre, j'étais présent, l'avocate de la partie civile. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le lien, elle ose faire le lien entre, comment il s'appelle, Mohamed Merah et Abdurrahman Ridwan, mais tout les sépare. Tout les sépare. Tout les sépare, à part qu'ils sont tous les deux sur le sol français. Non.
Par contre, il y a quelque chose qui les relie l'un à l'autre. Et là, qu'on ne me dise pas qu'on fait de la victimisation, ils sont de la même confession. Ouais. Parce que même si l'autre, il n'a rien à voir dans la pratique, l'observance au sens propre du mot, mais parce qu'ils sont tous les deux de confession musulmane, on ose faire le lien que ce que dit Mera ou ce que fait Mera pourrait être quelque chose que ferait Abdurrahman Redouane, mais jamais. Non, mais du coup, juste pour rebondir, mais sur la représentante du ministère public, en fait, déjà au procès d'Iqiyoussen, elle avait commencé à établir des liens qui étaient fantasmagoriques, enfin, c'est fantasme, théorie du complot, et l'État, en fait, genre, c'est comme s'il donnait une sorte d'un blanc-seing, un peu, on sait pas trop dans quelle situation, mais il incite un peu en disant, bon, en fait, grosso modo, les actes de dégradation contre les mosquées, finalement, on peut y aller, regardez, même, on vient sanctionner les imams qui subissent ces actes de dégradation, et il y a une sorte de quelque chose, on dit, bon, en fait, qu'est-ce que vous faites à jouer avec aussi l'extrême droite à un moment où aussi il y a la question palestinienne? Parce que dans le fond, il y a aussi la question du génocide des Palestiniens. Et on sait très bien qu'historiquement, les imams, c'était quand même des personnes qui ramenaient énormément de monde aux manifs palestiniennes. Il y a eu un travail de fond de l'État pour réprimer en fait les mosquées. Bah en fait, c'est pour qu'il n'ait pas le droit de faire de la politique. Exactement. En fait, maintenant, on n'a plus le droit en tant que musulman. On fait pas de politique, mais on fait de la citoyenneté. Un rôle citoyen. Oui, sans parler d'engagement politique, c'est son rôle citoyen en vrai. Oui, on peut même plus être citoyen en tant que musulman. C'est sociétal. C'est pas du politique, c'est du sociétal. Bah, c'est une envie de dépolitiser totalement les musulmans qui pouvaient être une force politique totale. Et là, en fait, tu les remets au plus bas de l'échelle alors, en leur faisant peur. Donc vous êtes soit des victimes, soit des terroristes. Voilà, exactement. Voilà, ce qu'on nous dit. Voilà. Donc comment on a fait? Ah oui, le making of. J'ai pas oublié. Non. Donc en fait, on était le 8 septembre, on se fait attraper par le col par Ouiza, coucou Ouiza, et du coup on entre en contact, bon je vous passe les détails, on entre en contact, et à ce moment-là, elle nous parle justement de cette affaire, que voilà, il est en centre de rétention administrative, donc... on passe les images. Voilà, c'est ce que je dis là. Ouais, mais du coup ça me perturbe. Voilà, il est en centre de rétention administrative au Ménil à Melot, dans le 77. Oui, donc c'est-à-dire à plusieurs kilomètres à des centaines de kilomètres alors de chez lui. Alors que lui-même est originaire de Pessac, via Pessac. Donc à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. Voilà. Et que donc, il vit là depuis, je crois au moment où on se parle, depuis un mois. Parce que je crois que c'était en début septembre, début août. Il vit là-bas depuis un mois. Donc du coup, on essaye d'entrer en contact, on finit par se parler au téléphone, par faire connaissance et tout. Et puis on lui propose, un après-midi, on faisait une vidéo ici, on lui propose d'enregistrer un entretien. Donc on l'a appelé alors que lui il était au CRA, et Samir a fait un entretien de 15 minutes que vous pouvez retrouver aussi sur Pétage, qui est vraiment... qui est très fort. Alors voilà, matériellement c'est vraiment cheap, quoi, parce qu'on parle avec un téléphone dans un micro, mais... faut savoir qu'Abdurrahman est très cadré politiquement aussi. Hein. Il sait très bien où il va, il gère sa mosquée de manière impeccable. Je veux dire, en plus, même pour la gauche, on va dire, allez-y, parce que lui, il est propre. Tu vois, il n'a rien dit. Si vous n'y allez pas pour lui, vous n'y irez jamais. Je veux dire, il est gentil, il est dans toutes les manifs, il est tranquille, dans l'associatif. Il va vous marketer. Il t'apporte à manger le vendredi. Non, mais je parlais avec mon beau-frère pour la petite histoire cet après-midi, qui a une pratique de l'islam beaucoup plus assidue que moi. Et donc, notamment, il prend des cours, tu vois, il fait pratiquement toutes ses prières à la mosquée, etc. Et on se disait, alors, c'est à double tranchant ce qu'on va dire, c'est en mode, si lui, vous pensez que lui... il est dur, les gars. Mais là, on parle aux gauchistes. Hein. Quand on leur dit allez vous salir les mains, là vous n'avez même pas besoin. C'est-à-dire que en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas sur BFM. Contre l'islamophobie, c'est-à-dire ce qu'il y a. Pardon. C'est pour ça qu'il est pas sur BFM. C'est pour ça qu'il est pas sur BFM, parce que t'as rien à lui reprocher. Il a juste dit je soutiens la Palestine. Moi, c'est ça l'élément clé de cette affaire. C'est l'élément clé.
Parce que Mounir Majoubi, du jour au lendemain, le gars était sur BFM, ils ont coupé la. IQCN pareil. Mais ils sont lookés, tu vois. C'est des polémiques et c'est des sujets trop faciles à instrumentaliser. Les femmes, les juifs. Comme Elias, tu vois. Elias Dimzalen, tu vois, il est sur la tribune, il a la grande barbe, il dit Intifada. C'est du plat, c'est du caviar. C'est du caviar. Alors que là, est-ce que vous pouvez rappeler vraiment qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement ? Son soutien à la Palestine, simplement. Mais c'est des posts Facebook, des appels à manifester. Merci, El Lamir. C'est ridicule en fait. C'est aussi une question locale. Justement. Oui, mais en fait, il y a la préfecture. Ouais, en fait, finalement, on va pas tellement s'attaquer au FN local. En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a aussi le fait que c'est une mosquée indépendante. Et en fait, ça fait comment ça s'appelle le gouvernement n'aime pas du tout qu'il y ait des gens dans les mosquées qui racontent ce qu'ils ont envie. Et en fait, comme disait tout à l'heure Samir, elle est affiliée à personne. Et donc, depuis 2015, en fait, ils essayent ils ont essayé de la faire fermer, il me semble, à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs. Ils ont gagné devant le Conseil d'État. Il y a eu un acharnement administratif qui a été retoqué systématiquement par, j'allais dire, une rigueur judiciaire. On va la faire comme ça. Ils ont gagné, quoi. J'ai bien synthétisé. J'ai bien travaillé le sujet. J'ai mangé du Abdourahmane Redouane matin, midi et soir. L'équipe marketing là, Samir, Yazid, franchement. Mes frères, c'est bon. Madame le juge. Madame le juge, monsieur le juge, on ne sait pas si vous êtes une madame, même de toute façon, voilà, on s'en fout. Mais vraiment, regardez la vidéo. Franchement, Et du coup, donc ça fait des années qu'ils essaient de le fermer, et là ils ont trouvé le prétexte de son soutien à la Palestine pour le faire tomber, comme ils ont fait tomber plein de personnes depuis le 7 octobre. Quoi. Ouais. Alors, sans aller jusqu'à faire tomber, en tout cas, ils ont mis en cause, ils ont incriminé. Il y a quand même un camarade, je sais plus si c'est Jean-Paul, je crois. CGT. Ouais, un camarade de la CGT qui a été, lui, condamné à 1 500 € d'amende et du sursis. Donc c'est une vraie condamnation. C'est-à-dire que s'il recommence, il peut aller en tôle, le gars, pour avoir juste dit je soutiens la Palestine, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade, tu vois. Et du coup, il y a une jurisprudence qui est en train de se créer aussi. Vas-y. Pour ajouter quelque chose. Rajoute. Pour souligner l'absurdité de l'accusation et de la situation. Puisqu'on est encore une fois, je reviens pour la 3e fois, sur la semaine de commémoration de Charlie. Je vais y revenir. Ouais. D'accord, très bien. Charlie. Alors, que les téléspectateurs et téléspectatrices sachent que si Zineb El Razoui, Charlie, par excellence, était en France, elle serait accusée du même chef d'accusation que Abdourahmane Redouane. Vous vous imaginez, alors regardez la tête d'Abdourahmane Redouane, son statut serait accusé de la même accusation que Zineb El Razoui. Je te laisse. Zineb El Razoui, on lui a retiré son prix Simone Veil. Absolument. On lui a retiré son prix Simone Veil. Elle a perdu beaucoup d'alliés, entre guillemets, etc. Et elle, c'est intéressant parce que elle va dire qu'elle se réclame un peu de l'ancien Charlie, même si elle a totalement repris tout le truc islamophobe de Charlie Hebdo après les attentats. Elle était même à l'avant-garde de l'islamophobie. C'était une icône de Charlie Hebdo. C'est une vraie ADS, quoi. Voilà. L'islamophobie, voilà. Une ADS. C'est bon. Adjointe de sécurité. C'est bon. Adjointe de sécurité. Ça passe complètement. Et Zineb Razoui, aujourd'hui, elle défend la Palestine. J'allais dire pire que nous. Voilà. Parce que. Elle est plus hard que Youssef. Selon comment dire, l'échelle de Youssef. Tu vois. Sur une échelle de 0 à 10, elle est à 27. D'accord. Donc, parce qu'elle défend la Palestine avec un discours qui est clair et qui est un discours qui est carré, et on ose l'accuser donc de faire de l'apologie du terrorisme. C'est la même chose qu'on reproche à Abdourahmane Redouane parce qu'il défend la cause palestinienne comme la défendent, Dieu merci, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, citoyens français et françaises, et voilà. Ouais, mais du coup, en fait, il y a un truc qui est assez incroyable sur Zainab, c'est qu'elle a fait quand même des excuses, même pour la question de l'appel au meurtre sur les enfants, enfin d'envoyer l'armée et tirer. Et elle s'est même dit, en fait, l'islamophobie, c'est une erreur. Elle a dit qu'il fallait tirer sur les jeunes de quartier. Ouais, les jeunes de quartier. Tirer à balles réelles sur les jeunes des quartiers. Elle a fait ça sur CNews. Il y a un an, c'était il n'y a pas assez longtemps que ça. Non, tout à fait. Avant Naël. Avant Naël. Ah, un an avant Naël. Non, c'est au moment de Naël. C'est au moment de Naël. C'est au moment de Naël. Plus vieux que ça ? Non, c'est au moment de Naël. C'est tout récent, hein.
Il faut regarder le sketch de Blanche Gardin. Elle est revenue et tout. Et en fait, moi, je pense c'est que. Merci, Archita. En vrai, sur Zainab, c'est intéressant parce que du coup, c'est juste qu'elle a croyait vraiment à la liberté d'expression. Elle était vraiment matrixée par ça. Elle a perdu des amis. Il faut aussi être empathique aussi de ce qui s'est passé. C'est terrible. Faut rappeler. Et... Non, c'est très bien qu'elle ait perdu ses amis. Non, il y avait ses amis qui étaient morts. Ses amis qui sont morts dans Charlie. Mais moi j'ai eu 2 secondes. Elle a démarré. Elle a perdu ses amis quand elle a soutenu la Palestine. Oui, évidemment. Je lisais le chat, vas-y, continue. Mais ouais, et du coup, en fait, effectivement, on peut comprendre, on peut rentrer en empathie. Et en fait, au moment de la Palestine, il y a quelque chose qui est ressurgé où en fait, elle s'est rappelé que c'est une arabe, quoi. Enfin, il y a quelques années, je crois qu'avec Wissam, il avait fait une vidéo avec des jeunes, etc., qui s'est rappelé à Zainab que bah non, c'est une arabe et quoi qu'il arrive, elle changera pas. Et assez rappelé. Mais du coup, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'esprit Charlie, peut-être, c'est peut-être Zainab, peut-être qu'elle est aujourd'hui, qui le porte le mieux. Oui, enfin, dans contestation du pouvoir, soutien à la Palestine. En tout cas, c'est un bon début. On va dire que c'est. Voilà. Disons que c'est un bon début pour quelqu'un qui vient d'aussi loin. Et qui a fait autant de mal aussi. Voilà, qui a fait évidemment beaucoup de mal. On ne va pas non plus tout pardonner. Mais du coup, la question, c'est cette semaine de commémoration, est-ce que c'est pas aussi une semaine de récupération de ce qu'est la liberté d'expression pour justement cadenasser les musulmans, quoi. Absolument. Si on défend la liberté d'expression, qu'on la défende pour tous, tous les citoyens. Je comprenais pas trop pourquoi vous voulez absolument parler d'esprit Charlie. Et quand j'ai compris, je trouve que c'est effectivement un très bon angle. C'est uniquement dans ce sens, c'est-à-dire que défendre la liberté d'expression, défendre la vie humaine. Parce que ce dont il s'agit à Charlie, c'est qu'il y a des vies humaines qui ont été massacrées quand même à coups de mitraillettes par des fanatiques, par des malades. Et là, si tel est le cas, on défend la vie humaine, qu'on défende toutes les vies humaines. Les vies des Palestiniens et Palestiniennes, des Gazaouis, ne valent pas moins que celles de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit, qui soit journaliste, qu'il soit enseignant ou qu'il soit ce qu'il peut être. Une vie humaine, c'est une vie humaine. Et quand on défend cette vie humaine, on ne fait pas dans le double standard, on ne fait pas dans le double discours. En fait, c'est assez simple, tout ça. C'est-à-dire que on prend toute l'humanité. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est vrai que quand on voit, là, durant cette année, moi, ce que je trouve le plus choquant durant cette année 2024, c'est comment des gens ont relativisé le massacre d'enfants, de civils, etc., en disant qu'en gros, les morts ne se valaient pas et que quelque part, un Gazaoui mort, même un Gazaoui de 2 ans ou de 3 ans, était quelque part solidaire du Hamas ou de je ne sais quelle cause ou de je ne sais quel combat, alors qu'en gros, il n'a même pas conscience de ce qui est en train de se passer. Je me dis qu'on a perdu une part de notre humanité et qu'effectivement, je trouve que l'approche que tu as ce soir, bah, elle propose à ces gens-là de revenir dans leur humanité. Et en fait, c'est drôle parce que ce que tu fais... de revenir dans leur Charlie. T'es un imam, tu vois. Et je retrouve... je regarde Yazid en disant ça, mais je retrouve une part du discours de Abdulrahman, où je me disais, le gars, et comme ça je termine aussi... C'est le plus républicain qu'on ait vu. Hein. Voilà, où le gars, en fait, je me disais, le gars, quand même, ils veulent quand même lui faire la peau, quoi, tu vois. Tu vois. Et le gars, il avait toujours une phrase, non, mais on va se retrouver. Il voulait toujours finir par des câlins avec les... Je dis, mais il va chercher ça où, tu vois. Du côté du droit. Et en fait, du droit, mais pas seulement. Moi, je l'ai digéré, parce que je l'ai digéré, le truc. C'est des trucs, c'est émotionnellement, c'est tellement puissant. Et pareil, je parlais avec mon beau-frère tout à l'heure, parce que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politique comme nous. Ouais. Tu vois, il est politique dans le sens, il ressent les choses et tout, mais lui, il fait son business, il s'occupe de sa famille, il va au Jama. Voilà. Il va pas dans les trucs de meeting, ça, il n'a pas le temps, c'est ce que je veux dire. Et il me dit, et en fait, en parlant avec lui, on se dit, ouais, mais en fait, tu vois, je lui dis, il me dit, non, vraiment, dis-lui que, machallah et tout, dis-lui qu'il a le salam d'un frère. Tu sais, il voulait vraiment qu'on sache que, tu vois. Je dis, mes frères, je dis, si un jour tu passes vers Pessac, je dis, vas-y, entre dans la mosquée de Pessac. Et ça, je le dis à tout le monde, que vous soyez musulman ou non musulman, homme, femme, petit, grand, je regarde. Si vous passez à côté de Pessac, allez à la mosquée de Pessac et demandez à Abdulrahman ou même n'importe quel frère ou n'importe quelle sœur. Et je vous assure que vous serez accueillis royalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait,
sa réponse, enfin, ce qui remontait, c'était comment enfin, l'atmosphère qu'il y avait dans cette mosquée. L'atmosphère. Et là, c'est pour finir de répondre à la question qu'avait posée Mariam sur comment c'est monté. Il y a 45 minutes. C'est le fil rouge de cette émission. Mais ça veut dire que c'est bien. tard que jamais. Non, mais ça veut dire que c'est bien. C'est important, c'est de retomber sur ses pattes. C'est ça. Et c'est que, donc du coup, on prend contact, etc. Et on finit par trouver une date. Et donc on part avec Yazid, qui est là. On part avec Yazid donc, pour passer toute une journée avec donc, la mosquée de Pessac, avec Abdourahmane. Pour produire cet entretien. Il faut juste rappeler qu'avant, on avait fait une émission aussi avec Ryan Freschi et Nordine. Et il y avait Wiza qui était là aussi, mais qui n'était pas dans... Et Youssef, bien sûr. Ouais. Youssef, d'ailleurs. On t'embrasse, Youssef. J'aurais un point Youssef à faire, il m'a appelé, il m'a dit il y a un truc à dire. On t'embrasse, on te souhaite un bon rétablissement, Youssef. Il n'avait pas dit qu'il serait là? Ah, il est fatigué. Il est pas loin, on va dire, mais voilà, après, ouais, il est presque là, on va dire. Ouais. Et du coup... on descend les caméras, on prend le train. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est vraiment une journée complète. C'est-à-dire qu'on est arrivé, je crois, vers les midi. C'est ça. Et on est reparti vers les 19h30, 20h. Elle est passée à une vitesse cette journée. Une vitesse incroyable. on a fait un entretien donc, dans le parking, on a fait un entretien dans la mosquée. Et ensuite, il y a eu des moments de vie, dont celui filmé par Yazid et commenté par Yazid, où il va pointer au commissariat. Ah oui, parce qu'il doit pointer 2 fois par jour au commissariat, le matin et l'après-midi à 17h. Ouais. Et il n'a pas le droit de quitter le périmètre de Pessac aussi. Ouais. Ça, on l'a pas dit. Ouais. Voilà. Donc il est assigné. Et avant, c'était 3 fois par jour. Ils ont fait et il est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il est soumis à un couvre-feu tous les soirs. Ça, voilà, c'est ça. 20h30. Privé de liberté de circulation. Voilà. Alors qu'il n'a aucune condamnation. C'est ça. Donc c'est juste fou. C'est administratif. C'est juste fou. Et vraiment, voilà, on espère que, voilà, si ça a pu convaincre quelques personnes ce soir, voilà. Alors il y en a qui disaient qu'est-ce qu'on fait ? Alors eux, ils ont arrêté la cagnotte. Ouais. Il y avait une cagnotte qui l'ont arrêtée parce qu'ils avaient peur que, qu'il y ait certaines problématiques liées au signalement, parce que vous savez, il y a un petit jeu politique, c'est que les opposants signalent les cagnottes, etc. Donc du coup, ils ont, pris ce qui était dessus. Ça sert donc à payer les avocats. J'ai eu aujourd'hui Wiza. Parce que Abdourahmane ne peut plus travailler aussi. Hein. Il ne peut plus travailler des titres de séjour, quasiment 10 ans. Voilà. Ouais, pour différentes raisons, mais notamment celle-là qui a vraiment, clôturé le sujet. Et donc aujourd'hui, voilà, il y en a qui disaient qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la politique. On fait de la politique. Ça veut dire quoi ? On fait de la politique. Mais ça veut dire, il y en a qui vont dire, parce qu'il y a, je sais plus, Senzo Beat, je sais pas quoi, qui essayait un petit peu de chercher en disant, en gros, ça sert à quoi de faire ce que vous faites, quoi, tu vois ? Ça veut dire quoi, faire de la politique ? Mais je vous pose la question, moi je veux bien y répondre, mais je pense que vous y répondriez de la même manière, enfin, pas de la même manière, avec vos mots à vous, mais c'est que ces questions-là, les questions d'antiracisme, les questions d'islamophobie, les questions de criminalisation de ceux qui combattent pour la cause palestinienne, soient pris en charge au plus haut niveau politique. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Le plus haut niveau politique des gens que nous côtoyons, c'est ceux que j'ai interpellés tout à l'heure. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des maires, comme par exemple l'excellent maire Azdine Taïbi, je pense à des Thomas Porte, je pense à Arsilia Soudeh, je pense à plein de gens, vous voyez, Bompard, enfin plein de gens, mais de la France insoumise, hein, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, notre allié sur ces combats-là, il provient de la France insoumise, il faut se dire les choses. Et ça ne veut pas dire que nous, on est les laquais de la France insoumise ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, on a notre combat, autonome. C'est la force hégémonique à gauche. Donc, à nous de tout faire pour que les personnes qui constituent cette force et qui sont, en première ligne, viennent sur nos sujets, les prennent en main et en face des combats. En face des combats, je vais prendre un exemple, comme par exemple Ersilia Soudeh a pris en main la cause des Roms et des Gitans et des gens du voyage aux côtés de Richie Thibault. Comme Rima Hassan, la cause palestinienne. Comme Rima Hassan a pris en compte la cause palestinienne avec d'autres, avec Thomas Porte aussi. Voilà, pour citer ces exemples-là. Ouais. Eh ben, les causes de l'antiracisme structurel et les causes de l'islamophobie structurelle en France et en Europe, même on pourrait dire, qu'elles n'attendent que ça.
elles n'attendent que ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un député qui doit être estampillé. Voilà, moi je parle que de ça. Mais à eux de faire le boulot. Après, à eux de faire le boulot, à eux de nous solliciter, à eux, etc., pour que ces questions-là, elles soient en première ligne et que, comme l'a dit tout à l'heure Nordine, les musulmans ne soient pas livrés à la vindicte populaire très prochainement. Absolument. Voilà. On est dans le prélude si on laisse continuer, si on laisse ce discours se propager. Et d'ailleurs, ça a été dit, hein, le dernier tag ou l'avant-dernier tag, et il a eu lieu juste au lendemain où il y avait la préfecture, où il y avait l'arrestation de... C'est automatique, l'arrestation de Ridouane. Ridouane, président de l'association de la mosquée de Pessac. Donc, la mosquée de Pessac, on va taguer la mosquée et on va menacer. Ils ont tagué vos valises et vos cercueils. Voilà, exactement. C'est lié directement. Donc je voudrais juste rajouter quelque chose puisqu'on parle d'action. L'action, c'est quoi? C'est l'effet colibri, l'effet papillon, l'effet, je ne sais pas, nos petites actions, nos petits partages. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, une page Facebook, Instagram, tous les moyens sur les réseaux sociaux, le partage de chacun de ceux qui sont favorables, ça fait quelques dizaines de milliers de partages, voire même ça peut monter jusqu'à quelques centaines de milliers, et surtout, que les pouvoirs publics ne se disent pas qu'on peut aussi facilement coller une étiquette, une accusation abusive, absurde à un citoyen résident musulman et l'expulser comme ça, facilement, comme une lettre à la poste. Voilà, il faut bouger, il faut faire du bruit, il faut agir, tout simplement. Ouais. Après, moi, j'ai eu Youssef Boussouma tout à l'heure, et il m'a dit de dire un truc, enfin, il m'a pas dit, mais je pense qu'il l'aurait dit ce soir, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'arriver petit à petit dans un climat de justice d'exception. Enfin, on y est déjà, en fait, mais bientôt, ça va être pour tout le monde. Et ce genre de situations, elles sont produites pendant la Seconde Guerre mondiale avec les sections spéciales, pendant la guerre d'Algérie. Et donc, c'est des moments où il y a vraiment une sorte de fascisme au pouvoir, quoi. Donc, si c'est ça que vous voulez, c'est ça qui va arriver, tout simplement. Voilà, c'est Toto Youssef, Prince des Tunnels. Voilà, vous pouvez utiliser les nouvelles emotes. Oui, c'est vrai qu'on a des nouvelles emotes qui ont été faites par quelqu'un du Discord dont j'ai oublié. Ah, c'est pas mal, hein. Incroyable. Attends, je vais le citer quand même parce qu'il est trop fort. Il s'appelle Le Monde des licornes. Mais d'ailleurs, du coup, peut-être ça, je vais dévier un peu le sujet, mais... Dévie. Parce que là, on arrive en plus à la fin du sujet. Je pense qu'on l'a bien exploité. Non, mais c'est pour rebondir sur la question... Mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc... Non, mais c'est pour rebondir à la question de la Shoah. Le 28 janvier, du coup, il y a l'événement de SEDEC sur la commémoration de la Shoah. Je crois que c'est la commémoration de la libération d'Auschwitz. Libération d'Auschwitz. Donc en fait, c'est aussi comme ça que ça passe. Il y a les montées en tension, le droit spécial qui se met en place. Voilà, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur... comparaison n'est pas raison, j'allais dire. On peut dire ça. On peut dire c'est venez au procès, quoi. Voilà, venez au procès déjà. Là, pour finir, c'est ça. Voilà. C'est pour ceux qui peuvent venir, c'est à Meaux, donc c'est dans le 77. Si vous pouvez venir, franchement, c'est top parce que d'avoir un... Moi, il y a une image, par exemple, dans la vidéo où ils sont plus de 500 au tribunal de Bordeaux. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est beau. C'est des images où, quand ils sortent du délibéré, aussi au tribunal de Bordeaux, je crois, tu sais, le premier délibéré où on voit l'intervention de Maître Guesgues, d'ailleurs, on salue Maître Guesgues, beau gosse. Intervention incroyable, avocat incroyable. Sur le chat. Écoute, je crois que ça, j'ai un doute. C'est pas le matin, tu m'avais dit. J'ai un doute. Je vais pas dire de bêtises, mais promis. On partagera sur les réseaux. Voilà, on partagera sur les réseaux et voilà, venez me demander même en message privé, mais j'aurai l'info. Mais voilà, en tout cas, moi je le mettrai sur les réseaux. Parole d'honneur aussi. Venez à moi à 8h. Voilà. C'est le mieux. Et merci à Calderon, merci à YouPitch pour les abonnements. Mais c'est en live à nouveau. Oui, on a enfin la connexion YouPitch. Il est parti Wissam, parce qu'il y avait Wissam qui était juste derrière, qui était venu faire... Qu'est-ce que tu me dis, Christophe? Il lui manger des gâteaux. Tu veux que je renvoie le générique de début? Oui, pas de souci. Là, maintenant? Pas de problème. Non, c'est juste qu'il a envie de... C'est le Réal qui nous interpelle. Là, et El Namir qui dit, à vrai dire, ce climat a été renforcé depuis 2015 avec l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence. Ouais. Et déjà, à l'époque, le défenseur des droits s'alarmait de la diminution des libertés publiques en France, voire de leur abstraction, cas d'aveux qui ont subi des dénonciations de voisinage sous le seul prétexte du taux de mélanine. Puis, on a tellement de cas d'école, le CCIF, Baraka City. Exactement. Bien sûr. Et on revient sur tout ça dans la vidéo, parce que Abdelrahman part de 2015 en fait. Et d'ailleurs, je voulais
finir aussi en disant qu'il y a une autre vidéo qui sera proposée très prochainement, avec notamment La Fabien qui travaille dessus, sur justement la criminalisation de l'opinion, quoi, en fait, tout simplement, des discours, voilà, la criminalisation de ceux qui ont un discours, j'allais dire, qui ne plaît pas à la République. Voilà, à la République telle qu'elle dirige actuellement, on va dire. Je sais pas, j'arrive pas à le dire mieux que ça, mais voilà, je pense que, et notamment ceux qui soutiennent la cause palestinienne, vraiment de manière, vraiment, c'est les deux sujets qui sont, j'allais dire, de nature à déclencher. C'est vraiment l'islamophobie, lorsqu'on lutte contre l'islamophobie et lorsqu'on défend la cause palestinienne. Et pour cette République... une corrélation, hein. Enfin, sans jouer, je ne sais pas, moi, à la chasse aux sorcières, faites une corrélation entre les uns et les autres, vous la retrouverez malheureusement à une proportion qui frôle les 100%. Hein. Alors, vous ne trouverez pas un islamophobe qui ne soit pas anti-Gaza ou anti-cause palestinienne. Il ne soit pas très sioniste. Voilà, exactement. Malheureusement... Il peut être, et en plus, qui pourrait être très sioniste tout en étant antisémite. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ah ouais, les évangélistes américains. Absolument. Et non, mais alors j'y riais, mais on a l'air de rire de tout, ça fait très bizarre. Mais parce que je pensais à un moment justement de la vidéo où Abdulrahman disait, bah le truc c'est que je suis noir, tu vois. Ah oui, je suis un homme noir, j'ai des responsabilités dans une mosquée. Voilà. Il y a une quatrième dimension. Mais non, mais alors moi je fais, quand même, ouais. Tu sais, je dis quand même, et je fais, et il fait, oui, mais moi j'ai la quatrième dimension. Et là je lui dis, parce que c'est pas tout. Et j'avoue, ce moment-là, il est exceptionnel, quoi. Il vaut mieux rire que. Ouais, ce moment-là, il est exceptionnel parce que je me dis, le gars, quand même, il arrive à faire de l'humour sur ça et c'est fort. Ouais. Voilà. Attends, il y a Jana Didi qui demande est-ce que vous pouvez retrouver les émissions. Alors, on a fait un post sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Tu peux prendre le lien et le partager partout. Et le plus simple, c'est d'aller sur YouTube, tu prends le lien, tu fais copier-coller. Exactement. Voilà. Tu l'envoies sur vraiment WhatsApp. là sur la dernière vidéo, s'il vous plaît. Là, je vois, vous êtes 379 sur Twitch, je sais pas combien sur YouTube, à peu près pareil, j'imagine. On va dire dans les 600. Si ces 600 personnes-là, tout de suite, pas dans 10 minutes, dans 15 minutes, tout de suite, elles vont toutes sur la vidéo YouTube, elles mettent un like, elles mettent un commentaire, genre, vous mettez juste soutien Abdulrahman, soutien Palestine, ce que vous voulez, Mariam Président, ce que vous voulez, Mariam 2027, certainement pas. Mariam 2027, et ben franchement, on vous en sera très 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 reconnaissant, lui le premier. Rendez-vous le 13 janvier au tribunal, Inch'Allah, je serai là. On essaiera de faire des images aussi pour rendre compte, parce qu'il faut rendre compte de toute cette oppression subie par notre frère. Et Inch'Allah, la victoire. Inch'Allah, la victoire. Tiens. Voilà. Et donc voilà, et du coup, le mec complètement possédé, et du coup, on switch. Ouais, non, parce qu'il y a des trucs, ça met tellement. C'est-à-dire que la colère fait que tu te mets dans un état comme ça, tu vois. Un peu on rigole, tu vois comment on est des fois. Je sais pas si c'est un truc oriental, mais genre de. Juste avant de l'éteindre, genre. Bien sûr, tu vois, juste avant de l'éteindre. Et voilà, on est un peu dans ce mindset, j'ai l'impression. On fait quoi? On fait bourré-tour ou on fait le ciné-club? Bourré-tour, c'est à la fin? Non, comme vous voulez. Bourré-tour. Bourré-tour après le ciné-club. Et moi, je vous laisse après bourré-tour. Ouais. Quoi? Tu restes pour le ciné-club quand même. On fera rapide. Ça dépend, quelle heure? Il est quelle heure? 20h23, franchement, moi je dis 21h. On verra. Non, 21h, non, franchement, 21h. Je m'engage. Donc, sujet numéro 2. Sujet numéro 2. Donc, il y a un événement qui s'approche très rapidement, car il aura lieu le week-end prochain. 11 et 12. Samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier. Je ne sais pas si tu feras partie des intervenants. J'écoute. Voilà. Et donc, cet événement est intitulé Bourg et Tour Chiche. Donc, qui veut prendre la responsabilité d'expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Alors, en fait, c'est de tout simplement prendre au sérieux ce que dit Ruffin.
Enfin, il n'a pas le monopole. Voilà. Qui est une problématique stratégique à gauche et qui divise à gauche. Exactement. Donc comment on va faire pour allier ce bloc historique, comme on l'appelle, des gens, des quartiers populaires et ce qu'on appelle les bourgs, donc la campagne, la province. Autrement dit, faire l'unité des classes populaires. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on reprend la division un peu archaïque, un peu binaire. Parce qu'elle dit de Non, mais c'est bien, c'est parfait, c'est parfait. Mais parce que quand tu le dis, j'ai pas d'inspi, et quand il dit, ça me donne de l'inspi. Bah oui. Je te disais tout à l'heure, vas-y. Non, mais parce que quand on dit bourg et tour, ça veut pas dire parce que les gens vont dire ah vous alignez sur Ruffin, vous reprenez le truc de Ruffin et tout machin. Je pense que si vous écoutez PDH, on n'est pas sur la ligne de Ruffin, nous ne sommes pas ruffinistes. Parce que nous on n'abandonne pas l'antiracisme. Alors voilà, et nous ne sommes pas mélanchonistes non plus. C'est-à-dire qu'on considère que non mais peut-être pas PDH. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi je suis pas mélanchoniste? Non, je vais te dire pourquoi on n'est pas mélanchoniste. Vous avez le programme en même temps sur. Parce que cette question-là de faire l'unité des classes populaires, même la France Insoumise n'a pas réussi à la faire dans l'absolu. C'est pour ça qu'on a un vote FN, c'est pour ça qu'on a des abstentionnistes, et c'est pour ça qu'effectivement, on a sociologiquement, c'est vrai, une fracture entre plutôt la France Insoumise qui a plutôt un vote dans les quartiers populaires, plutôt un vote chez les étudiants ou chez les jeunes classes éduquées, on va dire diplômées. Et c'est vrai que le vote FN, islamo-gauchiste, comme on dit dans le jargon, le vote FN va plus avoir des succès chez ce que nous on appelle les petits blancs. En vérité, petits blancs, c'est juste classe populaire blanche, voilà, parce que on a toujours des gens qui disent pourquoi vous dites petits blancs. Des prolos blancs quoi. C'est juste des prolos blancs, y a rien de, c'est pas nous qui avons inventé la formule en plus, mais bon. Ouais. Donc les petits blancs, et mais c'est pas les blancs de petite taille, voilà, quoi. Et c'est les classes populaires blanches, etc. Qu'est-ce qui divise ces deux groupes? Parce que ces deux groupes sont certes unis par plein de choses. Le fait d'appartenir à la classe populaire, le fait de ne pas être bourgeois, le fait d'être méprisé par les élites. Donc il y a plein de choses qui les unissent, mais il demeure que, eh bien, ils ne votent pas pour la même chose. Elles ne votent pas pour un programme émancipateur. Qu'est-ce qui les divise? Eh ben, c'est le racisme qui les divise. Tout ça. C'est pour ça qu'on a plutôt des blancs qui votent ça, plutôt des noirs et des arabes qui votent ça. Ça veut pas dire que tous les noirs et les arabes votent ça et que tous les petits blancs votent FN. Attention, j'ai mon frère qui vote FN, donc. Et c'est pour ça que le bourg et tour. Ouais, si tu me regardes. C'est pour ça que le bourg et tour, c'est pas un truc, non mais on n'est pas déconnecté en disant ah regardez, il y a les campagnes, parce que même les médias reprennent un peu ça. Les médias qui bandent un peu sur Ruffin, ils reprennent un peu ça, ils sont en mode ah ouais, il y a les campagnes et là il y a les quartiers, tu vois. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça, mais on a quand même la problématique du racisme qui demeure. Et donc, ce week-end traite cette question stratégique et organise plusieurs tables rondes pour réfléchir à cette question stratégique et pour faire avancer la gauche sur cette question en vue des prochaines présidentielles. Vous avez le programme en image, si Christophe a bien fait son travail. Allons-y. Donc, sauf si quelqu'un veut compléter, veut ajouter quelque chose sur le cadre général. Toi, vas-y, Ahmed, vas-y. Juste pour compléter, c'est sur 2 jours. Voilà, ce sera retransmis sur Twitch. Ça, on a oublié de le préciser. Ouais. Mais voilà, ce sera. Toutes les plénières et les ateliers seront plus tard sur YouTube, mais les plénières seront sur Twitch. Voilà, du coup, il va y avoir un gros travail de l'équipe technique. Ça va être 2 jours bien intenses et surtout, il y aura des invités de qualité, ça faut le dire. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, on me présente un peu? Ouais, par exemple, Wissam, c'est le cas. Ouais. Je vous donne peut-être des intitulés de table ronde. Alors, exemple, prendre au sérieux l'alliance des tours et des bourgs avec Wissam, Statis Kouvelakis, Souvarine. Un autre exemple, libérer les quartiers du clientélisme, la question du clientélisme qui est un vrai sujet, avec Yacine Benyetou, Bali Bagayoko, Yessa Berkhodja, Adel Amara. Je ne vais pas présenter les intervenants, c'est juste pour donner un petit état des lieux. Fascisme en France, état des lieux, avec Lafa, René Monza, Vanina Guidicelli. Avec des plénières aussi, avec par exemple la dignité des classes populaires, c'est quoi? Avec notre Sabrina à nous, avec Raz, avec Antoine Léaumont. Il est au courant, c'est bon, Raz? Il est pas trop. Non, mais c'est ce qui m'inquiète, il est pas trop. Non, là, il est au courant. Bah, là, on lui a parlé. Il a parlé. Ouais, là, c'est bon, il est au courant. Parce qu'à l'heure, il m'a dit, je sais pas. Non, c'est bon, là. Donc, s'il y a des personnes qui apprennent leur participation pendant l'émission, vous nous appelez, vous nous contactez sur PDH et on va gérer ça, vous inquiétez pas. D'autres exemples. Pourquoi la question paysanne va redevenir centrale avec les soulèvements de la terre et d'autres intervenants. Enfin bref, voilà, c'est des exemples. C'est un beau programme qui a été réfléchi, etc. et qui est là pour susciter la discussion, le débat, la stratégie. Ouais. Non, pardon, je te laissais. Non. Oui. Non, je suis pas chef d'orchestre. Non, j'attendais que tu termines. Et voilà, c'est tout. Ouais. Donc il y a toutes les orgas que vous avez en bas
ont participé. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est le mec qui avait son petit effet de manche à 2 balles. Mais tout ça, ça a déjà été réfléchi par quelqu'un. Moi, il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an, il y a un livre qui est sorti, un petit livre vert qui s'appelle Beauf et Barbare, le pari du nous. Ouais. C'est ça, en fait, dont on parle. Bah oui, de toute façon, Ouria, elle fait pas ça, elle fait pas le bouquin et l'événement pour rien. C'est de ça dont on parle, et je pense même que Ouria, quand elle écrit ce bouquin il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui elle aurait des choses à ajouter, parce qu'il s'est passé des trucs entre temps. Bien sûr. Et que même dans le bouquin, si vous vous souvenez à l'époque, elle disait qu'elle n'a pas la recette miracle, elle posait des pistes de réflexion, des pistes notamment stratégiques. le Frexit décolonial. Voilà, bah, par exemple, peut-être qu'aujourd'hui elle dirait autre chose, qu'est-ce que j'en sais, il faudrait lui demander. Faudrait. Et je crois qu'elle intervient en plus. Elle fait une intervention, elle va intervenir. Non mais pour dire que oui, il y a une continuité et c'est mouvant. Et elle y travaille. C'est de la stratégie politique qui avance, c'est des débats qui avancent. Et voilà, la question de Ruffin, là, qui était invité aux Awasho où tu avais participé, bah, c'était un débat concrètement sur ça. C'était quelle est la stratégie de Ruffin, pourquoi ça divise, comment est-ce qu'on avance sur ces questions-là, etc. Et moi, il se trouve que j'étais présent, mais j'ai pas forcément en tête, tu vois, les interventions de Ruffin ce soir-là, mais par rapport à justement à cette alliance des bourgs et des tours, ou cette alliance des beaufs et des barbares, lui, qu'est-ce qui... C'est quoi un peu son approche ou sa vision, sa ligne politique? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il... Class first. C'est un peu class first, et qui veut pas vraiment affronter la question du racisme, parce que je pense que c'est une question un peu trop compliquée pour lui, qu'il n'arrive pas vraiment à bien la comprendre, et que même limite, parfois, il a peut-être une approche un peu morale du racisme, dans le sens où il se dit, si je vais faire la morale aux petits blancs sur le racisme, ça se fait pas trop. Mais une bonne intention de dire ça se fait pas trop, peut-être c'est pas trop de leur faute, mais parce qu'il comprend pas que il faut l'aborder d'un point de vue structurel et politique, et que ça veut dire avoir quelque chose d'autre. Mais lui, il a le cul entre 2 chaises, et du coup, il sait pas trop quoi faire. Du coup, il est en mode, on va les unir, c'est tous des travailleurs, class first, c'est tous des travailleurs. Puis quand ils vont tous bien manger, avoir des bons emplois, voilà, mettre en avant le dans leur salaire. entreprise, en fait, ils vont tous s'aimer, quoi. Pourquoi on dit que c'est un peu un class first et qu'il veut pas se confronter à la question du racisme. Donc class first, pour ceux qui sauraient pas, c'est que on met en avant la lutte des classes. Oui. Et qu'on évacue complètement la question raciale. Mais ce qui est pas forcément une mauvaise spontanéité. Je veux dire que c'est un vrai truc qui, concrètement, tu regardes les points communs, c'est pas la couleur de peau, les points communs. Si tu regardes concrètement, oui, ça va être le fait que c'est des travailleurs, même si même dans le travail, il y a des divisions qui sont dues justement à la race, entre guillemets, et au racisme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un exemple de pourquoi Ruffin ne comprend pas vraiment, c'est que quand tu lui dis « Ouais, mais... qu'est-ce que tu dis à celui qui dit qu'il y a de l'assistanat, etc., que les immigrés volent le travail ?» Il dit « Non, mais je lui dis que c'est pas vrai, que les vrais responsables, c'est les milliardaires, c'est ceux qui s'enrichissent. » Et le problème, donc, c'est juste l'argent, c'est juste les bourgeois, ceux qui s'enrichissent et qui, eux, sont racistes, mais qui diluent un poison raciste. Tu comprends? Vous voyez la nuance? Je comprends, et en plus, ça colle avec ce que sont en train de dire certaines personnes dans le chat. C'est même pas class first, c'est bourré de paternalisme. Ça, c'est Phoenix. C'est pour ça que je disais et l'approche morale. Qui dit, moi, je trouve qu'il y a un rapport un peu raciste, colorblind aux indigènes, presque un rapport de loupen prolétariat. Oui, mais ça, c'est ce que disait Youssef dans l'émission qu'on avait faite au mois de septembre, je crois. Il disait aussi un problème, c'est qu'il ne considère pas vraiment les indigènes comme faisant partie de la classe ouvrière, dans le sens où, comme il fétichise la classe ouvrière, il va pas forcément vraiment comprendre que les quartiers, c'est aussi... Mais en fait, c'est paradoxal, parce qu'à la fois... Par exemple, on va prendre des exemples, les VTC ou les gens qui font de la livraison, des livreaux, etc. Il ne va pas les considérer comme des prolétaires. Oui, par exemple. Ou alors mais en oubliant que c'est des Arabes et que la Palestine aussi, c'est important pour eux. Enfin, tu vois, parce que dans ces films, ils s'intéressent aux AESH qui sont en fait tous des Arabes et des Noirs. Oui, et c'est là où c'est compliqué. Là, et en fait, il parle jamais du fait que c'est des Arabes et des Noirs. Mais en fait, pour moi, un des vrais problèmes aussi, c'est qu'il dit... moi, je suis pour le prolétariat, ce que tu veux et tout. Mais aujourd'hui, il y a une grande partie de tes prolétaires, c'est des musulmans. Et donc, le problème principal, c'est l'islamophobie. Donc, si tu veux lutter pour la lutte des classes, tu dois lutter pour l'islamophobie. Et en même temps, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas mélanchoniste. Parce que même l'islamophobie, c'est vrai que quand tu luttes contre l'islamophobie,
Ruffin a raison en disant que ça peut rebuter des petits blancs qui sont pas concernés et qui sont racistes, ça c'est vrai. Et donc comment tu fais? C'est vrai qu'il y a une stratégie à avoir, mais cette stratégie, c'est pas de dire on lutte pas contre l'islamophobie. Et ça, je pense que c'est une réflexion à avoir et qu'on va discuter ce week-end. Parce qu'il y a aussi je dirais que c'est la justification de cet événement et c'est pour ça qu'on dit... c'est explorer les contradictions. Le titre, c'est bien Tour et Bourg, chiche. Voilà. C'est-à-dire que c'est dire, comment on prend votre, votre vocable, enfin, on prend vos mots. On ne dit pas beauf et barbare chiche, on dit bourré tour chiche, c'est-à-dire avec votre narratif, si on peut dire, parce que les bourré tours, voilà, on voit bien l'imaginaire qu'il y a derrière. Et donc nous, on est prêts encore une fois à venir, à mettre le sujet sur le tapis et à mettre en place un espace de débat, de travail en commun pour créer des convergences. Et vous dans tout ça... Yazid et après peut-être Nordine, que... Non ? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon c'est mon constat. Hein. Donc si j'ai 38 ans de présence permanente sur le sol français, c'est que j'ai suivi un peu tous les débats sur cette question de ces 40 dernières années et je reconnais qu'il n'est pas facile de mobiliser dans les quartiers. Donc moi, en tant qu'imam, ce n'est que lors des dernières élections que je n'osais pas parler carrément pour qui voter. Mais je parle toujours du vote. Les élections précédentes, 2017, je nommais carrément, on votait contre un tel. Ça ne plaisait pas, mais il n'y avait pas encore cette loi épée Damoclès de séparatisme qui est brandie un peu sur nos têtes. Mais sinon, c'est vrai, c'est un sujet, je dirais, central. Comment mobiliser ces jeunes dans les quartiers qui se sentent parfois perdus ou bien pas très concernés ou bien le brouillard, mais parce que aussi il y a un travail qui a été fait. Hein. Je t'enverrai le lien, Samir, peut-être un jour vous en parlerez. Un livre qui a été créé par quelques sociologues. Il y a plusieurs sociologues, il y a Talpin, Vincent Gesser, etc., qui est dans le titre, c'est la démobilisation dans les quartiers. La démobilisation dans les quartiers, c'est vraiment un travail très, très important. C'est pas fortuit, c'est pas comme ça, c'est pas par hasard. Si les jeunes ne votent pas, c'est parce qu'il y a un travail malheureusement dont ils sont la cible et qui est fait par des têtes pensantes, qui ont des moyens, qui ont des stratégies, etc. et qu'il est temps maintenant de prendre à l'avance c'est pour ça que la question du clientélisme elle est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer, comme les médias bourgeois le disent, que le vote des quartiers est acquis à Mélenchon. Pas du tout. Je ne pense pas. Mais jamais, jamais. Non, pas du tout. Jamais, c'est parce qu'il leur est arrivé de voter massivement Sarkozy, de voter massivement Macron. Tout à fait. Ils sont pragmatiques. Ils sont aussi politisés. C'est que là, ils donnent du crédit à Mélenchon, c'est tout. Ça fait 5 ans, quand même, il faut le dire, hein, depuis 2019, il n'a pas, malgré tout malgré tous les coups qu'il a reçus, jusqu'à hier encore, hein, je regardais le Parisien du dimanche, on lui rappelle encore, s'il y avait un dossier sur les 10 ans de Charlie, etc. On revient encore, on lui reproche d'avoir pris parti à cette manif du 10 novembre 2019. Ah, celle-là, elle a marqué. C'est pour ça qu'il a une mauvaise réputation et c'est pour ça que Ruffin est entendable quand il dit, je ne suis pas d'accord, mais il est entendable quand il dit que Mélenchon a pas le bon ton, entre guillemets. Il fait trop radical. Il fait trop radical parce que les médias ont décidé que c'était un danger. Il a touché au point sensible. Et ça, moi, j'ai pas de solution pour l'instant. Mais je dis que c'est compliqué. Il y a un autre truc qui aussi unit ces classes populaires, c'est l'abstention. Enfin, parce que le vote est fait, c'est aussi c'est l'abstention, parce que du coup, effectivement, en fait, quand on regarde chez entre guillemets les petits blancs, je crois, c'est même pas 20% qui votent FN, 25% au total, et le reste c'est majoritairement l'abstention. Et dans les quartiers, et dans les quartiers, c'est pareil en fait. Les gens votent pas si Mélenchon que ça en fait. Quand on regarde par rapport au pourcentage de la population. Bah oui. Donc en fait, c'est vrai que l'abstention c'est quelque chose qu'on oublie toujours. Voilà, c'est un nœud commun. Et moi je pense aussi, pour revenir, c'est qu'aussi en fait, moi je pense que le racisme, enfin en tout cas le fait que Ruffin soit plutôt class first, ça fait aussi qu'il fétichise un peu les petits blancs de ce qu'ils peuvent être et de toutes les contradictions. Alors, les Arabes, nous, on n'est pas forcément très propres. Voilà, on peut faire... Comment ça politiquement, je veux dire, voilà. Politiquement, on peut voter à l'extrême droite. On n'est pas...
Voilà, on n'est pas des anges, quoi. Voilà. Non, mais on est très propre, par contre, ça. Et les petits blancs, bah aussi, il faut s'avouer que, bah voilà, ils font aussi du sale, mais parce que ils voient aussi des fois leurs intérêts. Ils ont des intérêts contradictoires, on a des intérêts contradictoires. La question, c'est comment on manie la chèvre et le chou, sachant que pour... parce que la chèvre qui est le chou. Moi je vais pas dire on est le chou, mais voilà, tu vois. Non, mais pour rappeler Marem, il y a quand même la question de l'intérêt du racisme, parce que le racisme aussi, c'est ce que propose le RN, c'est la préférence nationale, etc. Donc c'est... En fait, il y en a qui tu veux dire? En fait, bah oui. C'est alléchant. T'as une classe politique qui défend un projet raciste et une autre qui défend un projet antiraciste. L'idée, c'est de faire gagner celle qui a un projet antiraciste. Antiraciste et aussi qui avantage les classes populaires, parce qu'en fait, c'est un projet où aussi Asie gagne. Donc en fait, les petits blancs, ils sont face à deux choix. Bah oui. Gagnant entre guillemets pour eux. La question, c'est pourquoi ils votent FN quand même massivement. Voilà, donc ça va être un week-end de réflexion. Ouais, non, c'est... En tout cas, vous êtes chaud, hein. Pas très intéressant ce que vous dites, mais vous êtes... C'est l'essentiel. C'est un peu... Ils sont mignons à se prendre la tête. Ils sont choux, ils croient qu'ils vont y arriver. Non, mais moi, en fait, en vous écoutant, je me disais ça, je me disais que vous étiez chou. Vraiment. Et je me disais un autre truc. C'est-à-dire que, à quel point, en tant qu'indigène antiraciste, je veux dire, c'est comment dire, on est... comment dire, on doit prioriser cette stratégie, tu vois. Quelle stratégie? Celle-là. De l'Alliance des bourrés des tours. À l'inverse de ce qu'on pourrait croire d'un truc communautariste et tout, c'est ça? D'un truc plus basé sur une autonomie de la lutte, j'allais dire, antiraciste. Oui. Tu vois? Oui, parce qu'on pourrait avoir la facilité de dire on n'a qu'à être les plus radicaux du monde, les plus antiracistes du monde, mais dans ce cas-là, on ferait pas de la stratégie politique. En fait, ce serait très facile. On aurait les positions les plus anti-islamophobie, les plus pour la Palestine, on soutiendrait tout ce qu'il y a à soutenir. On les a, mais on pense pas qu'à ça. On pourrait être dans un truc où on ne fait que ça, et on va juste critiquer ceux qui ne sont pas aussi radicaux que nous. Mais ça, c'est... Mais tu vois ce que je veux dire en disant ça? En disant ça, je parle aussi aux nôtres, quoi. Tu vois? Oui. Aux nôtres, à notre camp antiraciste, bah oui. parce que je sais que ça sert à rien d'être je les vois arriver, si tu veux, je les vois arriver. Là, il va y avoir, là, je fais comme toi, je fais un peu l'avocat du diable. Je fais un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire en mode, voilà. L'avocat du diable, je te réponds. Voilà. En fait, voilà, PDH, honnêtement. Vous êtes en train de vous ramollissez, les gars. Là, vous êtes en train de donner des gages à la blanchité. On vous voit, en fait, événement après événement. Pourquoi blanchité? Attendez, je peux terminer, voilà, vous voyez? Voilà. Ça, tu vois, c'est la blanchité. Ça veut dire, moi, je suis l'indigène, donc j'ai pas le droit de parler. C'est ça, madame? C'est ça, madame? Moi, je retourne la table, je m'en vais, j'en ai rien à foutre, d'accord? Moi aussi, je retourne les micros. Non, mais c'est bon, là, d'accord? Et donc... Je veux dire, là, à un moment donné, voilà. Non, mais est-ce que c'est possible de parler de nos sujets, quoi? Ça veut pas dire qu'on oublie nos sujets. Déjà, on fait des émissions tout le temps. Déjà, on n'oublie pas nos sujets. On va faire des événements après qui seront peut-être plus centrés, entre guillemets, sur nos sujets, parce qu'on les oublie jamais. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, même quand on fait des événements comme ça, entre guillemets, où on s'intéresse à la gauche en général, à la grande gauche, à la gauche radicale, aux autres communautés, aux communautés des petits blancs, qui ne sont pas que notre communauté. On pourrait s'intéresser qu'à notre communauté, mais on ne le fait pas. Mais même quand on fait ça, en fait, on garde nos positions. Là, ce qu'on fait, c'est de la stratégie politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? C'est ça la question de ce week-end. C'est pas qu'est-ce qu'on fait tout seul. Qu'est-ce qu'on fait tout seul? Je suis avec Yazid et on est d'accord avec Yazid. Et on prend pas le pouvoir. Et on prend pas. T'es d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi. J'agite un peu le truc pour justement essayer un petit peu. Ce serait une compromission. Qu'on aille plus loin dans notre réflexion. Ce serait une compromission si on abandonnerait les choses essentielles, c'est-à-dire les trucs sur lesquels on ne doit pas lâcher, et qu'on irait proposer tout et n'importe quoi avec les autres pour se faire accepter des autres. Mais c'est pas ce qu'on fait. Pas mieux. J'ai bien aimé dans l'édito de la revue Nous, ce concept d'être avec, en parallèle et contre. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très profond, très carré, quoi. Je peux être avec toi sur certains combats, je peux être en parallèle avec toi sur certaines conjonctures, sur certains moments, et contre toi sur d'autres.
Voilà, mais ça ne c'est pas parce que j'étais contre toi sur un sujet que je ne pourrais pas être avec toi une autre fois sur un autre sujet ou être en parallèle parce que je ne me reconnais pas entièrement sur le sujet sur lequel voilà, donc voilà. C'est pas bien qui dit. Il a tout compris. Très bien, je sais lire. T'aurais dû acheter. Il y a aussi que je l'ai acheté le numéro, je l'ai lu. Voilà. Mais oui, parce que du coup, il y a la revue numéro 3 qui est Les Petits Blancs, Fascisme ou Révolution. Et oui, voilà. Que vous avez à l'écran en ce moment, si Christophe fait son travail. Voilà, donc incroyable, le graphisme incroyable, etc. Si, il le fait. Non, mais il le fait, c'est ce que je vois. Moi, j'ai pas interféré dans les relations internes à la en fait, technique. En gros, ce numéro aussi rejoint totalement l'événement qu'on va faire à Borétour Chiche. Et donc, vous avez toutes les problématiques qui vont être reprises dans les différentes plénières, qui sont reprises dans le dossier. Dans le dossier, ouais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le commander, on refera la pub à la fin. Et voilà, mais du coup, en plus, parce que du coup, il y a la question de pourquoi aussi, pour répondre à ce qu'a avancé Mariam, c'est pourquoi nous, on s'intéresse à la question des petits blancs, en fait. Genre, c'est une question, mais parce qu'en fait, derrière les petits blancs, il y a aussi nous. Enfin, désolé, les petits blancs, c'est nos voisins, c'est nos amis. Pour certains comme moi, voilà, c'est ma mère. Donc, on est liés comme ça, quoi, parce qu'on partage. On est en bleu sang, comme disait. Voilà, en vrai, c'est aussi un peu la famille. C'est un peu, voilà, on a des tontons racistes aussi entre nous, même des arabes racistes et tout. Voilà, on connaît en fait toutes ces problématiques, on partage énormément en commun. Donc, en fait, aussi, c'est une façon de dire, ok, comment on fait la paix avec nous-mêmes, dans le sens, comment on fait vraiment faire nation, dans un sens décolonial du terme. Voilà. Et du coup, ça, c'est une vraie question. C'est qu'est-ce que ça veut dire la blancheur et qu'est-ce qui nous empêche en fait la blanchité, voilà, la blanchité. Et qu'est-ce que ça nous empêche en fait d'exister en tant que communauté plus large. En réalité, les rapports, la blanchité, c'est un rapport de pouvoir. Le racisme, c'est un rapport de pouvoir. La bourgeoisie, c'est un rapport de pouvoir. Et c'est des rapports de pouvoir qui vont traverser tout le monde et toutes les communautés. Non, mais même les Arabes, entre eux, il y a plusieurs classes sociales, il y a plusieurs machins. Il y a des métis qui sont un peu blancs, un peu machin. Il y a ceux qui sont un peu racistes, un peu pas racistes. En fait, même nous, on est traversés par ces rapports de pouvoir, par ces contradictions-là, etc. Donc, en fait, ça n'aurait pas de sens de dire, même si on disait on ne travaille que sur les Arabes, même ça marche pas. Parce que même les Arabes, ils sont traversés par plein de trucs qui regroupent plein de trucs et plein d'autres groupes et plein de pouvoirs et plein de machins. Donc même ça marche pas. Mais bon, en fait. après, tout dépend si on aborde la question de manière individuelle ou structurelle. Ça, c'est structurel. Ça, c'est un point. Mais, oui. mais par rapport à ce que tu disais, Ahmed, comment dire, moi, j'aurais voulu le dire aussi, j'aurais voulu le dire un peu d'une autre manière, c'est-à-dire de dire, pour moi, voilà, effectivement, parce que bon, là, on avait fait un petit jeu de rôle au début où, entre guillemets, j'étais l'avocat du diable, mais c'est de dire, il faut qu'on arrive à faire société, tu vois, il faut qu'on arrive à faire société, et bien sûr, et en fait, pas pour rassurer l'antiracisme, mais pour juste clarifier notre approche, notre stratégie, c'est que notre autonomie ne se dévoie pas dans l'alliance. Ouais, mais encore une fois. Mais dis-le moi, je vais te répondre encore. Attends. Encore une fois, voilà. Non, mais c'est là où, j'allais dire, le travail doit être fait. C'est là où le travail doit être fait. Et il doit être fait de tous côtés. C'est-à-dire, autant il y a un antiracisme qui doit, j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire se réformer, en tout cas se réinventer, se réfléchir dans le réel de 2025 avec les forces politiques en présence de 2025. Et il y a une gauche qui doit aussi s'interroger, se réinventer, etc., par rapport à cette nécessité que tu évoquais, c'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas être de gauche et ne pas être antiraciste. C'est-à-dire, ça n'agit pas de sens. Et malheureusement, c'est ce qui se passe historiquement en France, et c'est contre ça qu'on lutte. Voilà. Mais parce que c'est le malheur de l'histoire. Et donc, comment nous, on investit ce rapport de force ? Pour moi, là, l'enjeu, c'est comment nous... Ouais, mais tu vois, comment nous, on l'investit, c'est-à-dire, on arrive en mode sympa, genre, ouais, on discute tous ensemble, ou en mode, bon, les gars, là, faut qu'on se parle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, j'attends de voir, j'ai pas de préjugés sur ce qui va se passer, mais j'attends de voir, à l'issue du week-end, de me dire, bah voilà, à l'issue de toutes ces discussions, nous, les organisations antiracistes,
indigènes. Quel message on a envoyé? Voilà, entre guillemets, les blancs ou les organisations de la gauche, etc. Voilà, et en gros, quelle a été la nature de ce dialogue et comment on peut se projeter dans un futur commun, quoi. Tu vois? Après, j'ai envie de dire, le vivre ensemble et tout, c'est cool, mais il y a une question très pragmatique qui est 2027, il y a les élections, il y a 11 millions de gens qui ont voté pour le Front National, pour le Rassemblement National aux dernières législatives. Notre but, c'est d'enrayer leur victoire, qui est probable. Ça, c'est le premier objectif. C'est l'objectif principal. On doit faire cette alliance pour que le rapport de force il aille en notre faveur. Et donc, nous, on pense que c'est avec ça, avec ce bloc historique, et donc avec un ralliement sur nos sujets de la gauche. Avec une ligne de rupture. C'est ça le plus dur. Qui combat le racisme, parce que c'est ça qui empêche Et c'est ça le plus dur, parce que si vous regardez les Français en général, bon, t'as ceux qui sont vraiment racistes, t'as ceux qui sont vraiment bourges et qui ne seront jamais Macron, et t'as les autres qui sont les humanistes. Et dans les humanistes, ça va de ton patron qui est de gauche et qui vote PS ou Glucksmann, à celui qui ne vote pas, qui est dans un quartier qui galère ou il y a aussi un truc, c'est que dans les deux blocs, ou qui vote Mélenchon ou la gauche encore plus radicale. Et la vérité, c'est nous, on veut défendre la ligne de rupture pour la prochaine échéance. Et il est possible que cette ligne de rupture ne marche pas parce que dans tout ça, et bah peut-être que c'est celui qui veut un Glucksmann propre et une gauche propre et ressusciter le PS, peut-être que c'est lui qui va gagner. À convaincre la majorité des Français de gauche humanistes. Et nous, on veut pas de ça. Ça, ce serait la catastrophe. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. On veut défendre la ligne de rupture. Voilà, et la question, c'est la ligne de rupture sur quelle rupture? Parce que est-ce que Ruffin et la nôtre, c'est la même rupture? C'est ça que je veux dire, c'est que dans les deux blocs, il y en a un qui est prêt à la faire, c'est le bloc des indigènes. Et eux, lui, ils sont prêts à faire l'alliance avec tout ce qu'ils veulent, parce que c'est les plus minoritaires. Le seul chose enfin, il y a un autre bloc qui reste sur des ou pas, parce que des fois, ils veulent pas voter ou qu'ils votent pas à gauche. Oui, mais je veux dire, il y en a quand même un qui est plus compliqué à convaincre que l'autre. C'est vrai. Voilà, et c'est sur celui-là qu'il faut travailler, quoi. C'est vrai. Pour répondre à ces questions, tout parti, et pour avoir des éléments de réflexion, des éléments de controverse ou de convergence sur ce sujet, donc de l'alliance des tours et des bourgs, on vous donne une nouvelle fois rendez-vous, donc c'est à Pantin, ça se déroule à la Dynamo. 9 rue Attention, Gabriel. c'est pas au relais. C'est pas au relais. On a faire au relais, on dit Pantin, ils vont venir au relais. N'allez pas au relais. N'allez pas au relais. Vous avez l'adresse. N'allez pas au relais. Et donc c'est 9 quoi? Donc c'est. Oui, Namir, on avale. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. 9 rue Gabriel Josserand, 93 500 Pantin. Donc soyez là, je crois que ça démarre à partir de 10h les ateliers, tout ça, donc vous pouvez venir avant pour boire un petit café. Ouais, non, c'est 13h. C'est à partir de 13h? J'hésite pour savoir s'il y a du café. Ouais. non, parce que. Où Non, c'est pas ça. J'hésitais sur l'heure. Parce que j'ai dit 10h et en fait, il vient de dire 13h. C'est 13h. Non, t'es sûr, c'est 13h? Bah là, j'ai le programme sous les yeux, c'est 13h. D'accord, donc désolé. Et donc, c'est bien à 13h, comme je le disais juste avant. Il y en aura un qui va aller à 10h et ce sera à cause de moi. Ça sera à cause de moi. Eh bien, on lui payera un café à lui. Le samedi, je serai pas là. Non, vous y allez, vous prenez un selfie à 10h et on vous paye le café. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande si on n'a pas invité Ruffin. Alors, je pense qu'on peut être transparent. On n'a pas invité Ruffin. Non. Alors, après, je sais pas si c'était peut-être dans les organisateurs, je sais pas s'ils y ont pensé ou s'ils l'ont fait, mais je pense qu'on le saurait. Voilà, ça, moi, je pense que, en tout cas, il ne fait pas partie des intervenants. Et je ne pense pas qu'il ait été invité. Voilà, et je pense aussi que si je parmi je pense aussi que parmi les organisations et les intervenants, présents, il y en a. Je dirais que pour la plupart, ils partagent notre approche de comment doit se construire cette alliance, on va dire. Après, des fois, c'est juste, c'est souvent peut-être un défaut qu'on a de notre part, c'est qu'on se dit toujours ils vont pas accepter. Peut-être que c'était ça. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ou peut-être qu'il faut déjà s'entendre avec ses plus proches et puis après aller discuter avec des autres moins proches. Je dis ça parce que nous, à PDH, on voulait inviter Ruffin à un moment. Après, on l'a pas fait pour X ou Y raison, le temps s'est accéléré, etc. Mais nous, on a voulu l'inviter à une époque. Non, mais après, je veux dire, c'est pas non plus. Il a été invité récemment, voilà, c'est pas non plus. C'est pas un pestiféré, je veux dire, mais voilà, là en tout cas, il sera pas présent. Il y a des personnalités qui seront présentes, beaucoup d'organisations qui seront représentées.
Vraiment, allez-y. Je pense qu'il y aura aussi de la convivialité. Nous, bien sûr, on sera là. L'équipe de PDH. Voilà, il y aura beaucoup de camarades qui seront présents. Donc, ça sera un moment aussi vraiment de fraternité. On peut peut-être citer les organisations. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Il y a l'AFA Paris-Banlieue, l'Action antifasciste, l'ATMF, Association de travailleurs maghrébins France, Contre-Attaque, la Revue Contre-Temps, le NPA l'Anticapitaliste, QG décolonial, Tendance Claire, Tzedek, l'UCL, l'UJFP et Urgence Palestine. Et il y a aussi Autonomie de classe, voilà. Qu'on a parlé. Merci. En tout cas, si on en a oublié, on s'en excuse. Et on termine donc cette émission avec notre ami donc Ahmed qui est là pour non pas la première, mais la deuxième fois. Et du coup, nous avons décidé de l'appeler l'ancien. Donc, dernière question sur le chat. Guise Mochette. Oui, alors, il y aura un live de toutes les plénières, c'est sûr. Et nous, on va de toute façon enregistrer tous les ateliers, toutes les plénières, et tout sera sur YouTube à la fin. Mais il y aura un stream le samedi et le dimanche. Sauf si c'est gaze. Sauf si... S'il y a des trucs nuls, on les mettra pas. Bah oui. Mariam. Alors, on a une chaîne YouTube à faire tourner, c'est oui, je demande une réunion immédiatement. Absolument cinéma. Tac. Donc Ahmed, du coup, depuis donc je sais pas à peu près 1 an. C'est plutôt 7 mois, enfin bref, 7 mois, juste avant l'été. Tu as lancé avec aussi le concours d'autres membres de PDH. Tu as lancé un ciné-club. Ouais, voilà. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de voir la bataille d'Alger que je n'avais jamais vue. C'était le premier. C'était le premier. Et donc, tu es venu nous parler en fait de la programmation de 2025. 2025. C'est chaud les gens, c'est chaud. Et on peut te dire qu'on est, avec du lourd. On est très heureux de te recevoir et on a hâte d'entendre justement l'équipe a beaucoup travaillé sur la progra, etc. Du coup, non, c'est collectif, les collectifs. Non mais t'inquiète. Non mais c'est bon, tu vois. Merci beaucoup. Ahmed, vas-y. Voilà. Du coup, là, ça va être une année assez chargée. Donc, je vous annonce pas toute la progra, du coup, on garde un peu le mystère. Mais il va y avoir 5 ciné-clubs au moins. Donc, un tous les mois et demi jusqu'à juin. Donc, on va avoir des invités de qualité, ça, c'est sûr. Ah, merci. Et le premier, du coup, qui arrive fin de ce mois-ci, le 31 janvier. Ça arrive très rapide. Voilà. Peut-être on peut mettre la billetterie directement sur le chat. La billetterie à l'écran aussi. Et du coup, c'est Laurence d'Arabie, grand film de David Lean. Donc, voilà, du coup il y aura Emmanuel Burdeau qui est un grand critique cinéma qui a écrit qui écrit toujours au cahier du cinéma, etc. Voilà, donc Yazid est totalement fan. Film, un très bon critique. Ouais. Voilà, et en ce moment en plus je l'ai eu au téléphone, il était trop chaud, il était en mode ah oui Laurence d'Arabie, en ce moment j'écris dessus, etc. Du coup on va pouvoir parler de ce qui s'est passé il y a 100 ans. C'est-à-dire c'est un pur hasard. C'est un pur hasard, la vérité. Ouais, là en ce moment il est dessus et tout, du coup en fait ça tombe vraiment très très bien. Et du coup c'est pour parler de ce qui s'est passé il y a à peu près 100 ans, du coup au Moyen-Orient, comment il y a 100 ans, les Français et les Anglais à l'assaut du monde arabe, le titre de la soirée. Et donc on va parler de comment en fait cette partie du monde a été un peu conquis. Ouais, quand ils ont fait exploser l'Empire Ottoman et comment aussi c'est peut-être le nœud des problèmes aujourd'hui, mais ça si on a le temps. Donc voilà, donc venez, c'est à 19h au cinéma Club de l'Étoile. Donc c'est pas très loin de l'Arc de Triomphe. 14 rue de Troyon, Paris. Voilà. Et donc on commencera par la discussion et après on va faire une projection d'un des plus grands films. Mais Samir, il a eu une question pour moi et je sais que ça lui... franchement, ouais, j'étais un petit peu, j'allais dire, circonspect sur ce choix. Alors, Nordine, tu vois, du coup, me met un style de doute dans mon esprit. Mais bon, je me disais, ouais, Laurence d'Arabie, vu à la télé. Voilà, et donc, du coup, je me disais, ouais, est-ce vraiment pertinent, film assez long aussi. Donc voilà, après le film, tu vois, les gens auront-ils encore l'énergie c'est pour ça que je pose la question en fait. Ah oui. Donc oui, non, du coup voilà. Bref, c'est l'amateurisme, tu vois, amateurisme versus professionnalisme. Et voilà. Du coup, du coup, film long et puis débat après, tout ça. Donc c'est gérable ou pas? Évidemment que c'est gérable, mais du coup pour une fois en fait d'habitude on faisait la discussion avec Tonton Youssef. Juste après la projection du film, et là comme c'est un film très long, on va faire avant, donc à 19h. Ah. Voilà, et donc comme ça vous pourrez regarder votre film. Mais c'est bien parce que vous allez regarder avec le contexte en tête. Avec le contexte de production, l'histoire de la production. Parce qu'il y a dans le film il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'éléments, et il faut tous les avoir en tête. C'est plutôt. C'est plutôt bien, ouais. Donc c'est une sorte de pré-show. Et c'est la version courte ou longue du coup? Après, il y a la différence. Des gens ils sont en train de dire 3 heures de film. C'est version courte. Version courte. Les gens version longue c'est 4 heures. C'est venez bloquer votre soirée. Et en vrai c'est un film incroyable parce que genre faut d'un point de vue juste cinématographique et impact culturel, c'est un film
immense, quoi. Voilà, donc. Franchement, point de vue de quelqu'un qui aime bien le cinéma, j'ai jamais vu ce film, mais je sais que c'est un classique. Youssef me dit de le regarder depuis 5 ans. Et je l'ai jamais vu parce que après je regarde, je suis en mode 3 heures, je suis en mode oh non, la flemme, on verra ça plus tard. Mais du coup, je suis contente. Moi je suis biaisé, mais franchement, les 3 heures, tu les vois pas. C'est vrai. Oui, moi je l'ai vu 2 fois. Bah, il y a des films de 3 heures qui passent archi vite, Voilà, c'est vrai. donc, Mais quand tu connais pas, t'as toujours peur. T'es en mode est-ce que je vais mettre 3 heures dans le film? Je suis pas sûre. Mais du coup, je sais. Donc, du coup, qui seront les intervenants, tu disais déjà? Du coup, il y a tonton Youssef, voilà, qui sera là. Pour nous raconter un peu l'histoire, et Emmanuel Burdeau, du coup, qui est un grand critique de cinéma et qui écrit au Cahier du cinéma. Ça, c'est trop bien. Voilà. J'ai acheté une fois la revue Cahier du cinéma. Je l'ai acheté en allant au travail, genre dans le kiosque en bas. Et tu sais, c'était la pause déj, je venais d'arriver dans mon nouveau travail. Et je sais pas, ça faisait trop. Trop stylé. Ça faisait un peu bobo, tu sais. Bah, évidemment. Un peu meuf, un peu éduquée, genre je m'intéresse au cinéma, tu sais. Mais voilà. J'aime bien. Donc ça, c'est le mois de janvier. Ensuite, donc il y aura 3 autres séances, c'est ça? 4 autres séances. 4 autres séances. Est-ce que j'annonce ou on garde le... Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, annonce pas. Je pense, annonce pas. On tease. Voilà, on tease. Mais grosso... En tout cas, voilà, il y aura... C'est un rendez-vous presque mensuel. Il y aura diverses thématiques. Politiques, bien sûr. Exactement. Et ce que tu me disais, enfin, dans la discussion qu'on a pu... on a bientôt fini. Dans la discussion qu'on avait hier... ou tout à l'heure, je sais plus. C'était hier ou tout à l'heure. Tout à l'heure. Bah, c'était au-delà de... Enfin, ce que tu voulais créer comme dynamique, c'était au-delà de juste partager un film. Voilà, parce que du coup, peut-être je donnerai le rendez-vous sur les gens du Discord. Donc voilà, c'est essayer de se retrouver un peu avant, pour le coup, comme le film est assez long, pour se retrouver, parler avec les gens de l'équipe qui seront là, etc. Enfin, faire juste une rencontre abonnée, quoi. Ou après, comme d'hab, quoi. Après, voilà. Je pense que c'est un des... Enfin, si vous avez jamais vu le film, c'est un des meilleurs moments pour le regarder. Surtout, c'est le genre de film qu'il faut voir en salle. C'est pour ça que les gens aiment bien voir des classiques, c'est que tu te dis, le classique, il repasse en salle, si bien j'ai jamais vu, je vais aller le voir en salle. Et aussi, il faut faire une grosse dédicace au Cinéma Club de l'Étoile, qui est alors déjà, qui historiquement, c'est un cinéma de résistants qui ont passé des films anti-nazis pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ça pose le truc. Voilà, non, mais déjà, respect à eux. Pareil, je sais pas si je peux le dire, mais bon, je vais le dire. Si, dis-le. Ils ont eu la dernière fois, le dernier ciné club qu'on avait organisé. Chloé. Salut Chloé. Qu'on avait organisé. Oui, c'est Chloé. C'était sur la question de l'islamophobie, les 20 ans de la loi. 31 janvier. La loi de 2004 contre le voile. Ouais. Et ils avaient reçu des pressions, etc. Et sans nous le dire, ils m'ont le dit après la séance, pour pas nous stresser ni rien. Ils ont dit, on a eu des débats en interne, on a maintenu, parce que voilà, nous c'est notre esprit, on est prêt à la diversité d'opinions, donc gros big up à eux. Donc voilà, et le cinéma est méga classe, enfin faut le dire, la salle est magnifique. Ouais. C'est une belle salle. Voilà, c'est 10 € la place. Voilà, 10 € la place. On essaie de faire des prix. 10 € la place pour voir un des grands classiques du cinéma dans les meilleures conditions, franchement. Avec tonton Youssef, un grand critique du cinéma. Et surtout, même si, What else? Même si moi je voudrais dire quand même qu'il y a 2-3 mois, il y avait une séance à la Cinémathèque, qui est la meilleure salle de Paris, et c'était les meilleures conditions pour le voir, vous le verrez jamais. Il y avait la bobine officielle, il y avait l'entracte, on a fait l'entracte, c'était parfait. Voilà. Meilleure séance de ma vie. Mais du coup aussi, il y aura, je l'espère, la revue numéro 3 de nous, qui sera en vente évidemment sur place. Inch'Allah, on espère. Voilà, Nadia TN, salut Nadia TN, salam, à bientôt. Ouais, ça y est, on est de retour, t'as vu. 45 mois d'abonnement. Ouais, non mais Nadia, c'est... Ça c'est vraiment Nadia, elle fait aussi des extraits sur les réseaux sociaux. Nadia, elle est incroyable. Elle est incroyable, Nadia, et vraiment... On espère la voir plus souvent, voilà, à Paris. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Oui, on clôt. Du coup, juste remettre peut-être le lien de la billetterie pour que les gens y aillent dessus, et puis voilà. À très vite. À très vite. Les copains, merci beaucoup. Merci. Mariam, désolé, je t'avais pas bien, comment dirais-je, présenté, mais donc je te déprésente. Voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Yacine, n'importe quoi. Yazid, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Ahmed, Nardine, merci à vous d'avoir été là. Et merci Samy. Ouais. Et on se retrouve donc ce week-end, donc samedi à 13h. Ou en tout cas aux alentours de 13h, pour Tour-et-Bourg Chiche. Voilà, soyez là, partagez sur les réseaux pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Venez, bien sûr, assister aux ateliers et aux assemblées plénières. Et puis d'ici là... en ligne sur Twitch. Vous pouvez suivre en ligne sur Twitch ou sur YouTube. Et ce qu'on a oublié aussi, c'est de faire la pub de notre Tipeee. Le Tipeee, bien sûr, toujours le don régulier. C'est ça. C'est le meilleur moyen pour nous soutenir, tout simplement. Meilleur moyen pour nous soutenir. Vous nous donnez
une visibilité sur l'avenir en faisant un don régulier sur le Tipeee de Parole d'Honneur. Il a bien progressé grâce à vous, donc ça nous permet d'envisager plusieurs projets. Et donc ça, c'est vraiment... Comme quoi, par exemple? Non, je rigole. Comme vous annoncera déjà le Ciné-Club, par exemple, il faut payer la salle. Hein, ce que je veux dire, pour terminer, c'est que vraiment, soutenez aussi autant que vous pouvez Abdourahmane Ridwan d'ici le 13. Venez si vous en avez la possibilité, mais surtout partagez. Et voilà, Abdourahmane, on est à tes côtés. Et que, j'allais dire tout simplement que la Palestine soit libérée très prochainement. Free Palestine. Et à bientôt. Bonne soirée.